En plus, sur la page, Ah, enfin, ah, le groupe passionné de météo, j'ai vu parler de QGIS, ça m'a interpellé. Et ouais, on y bosse dessus. Ah bah On y ouais. passe une version alors, de est-ce l'héros à que refaire. Jason va arriver? C'est bon, t'as le Mathieu, il l'a signal. utilisé pour synthétiser les cartes là, Ah mais c'est un bon de logiciel Visuel quand même. ce matin. Là. On est en direct sur Ça y Facebook. est, on est en direct. Ouais, c'est génial. Mais par contre, Nous Ah, sommes. Alors, bonsoir auditeurs, ah oui, auditrices. la Nous voix. sommes actuellement en direct sur notre page Facebook suite à un petit souci côté Shootcast. Désolé de ce problème technique, mais rassurez-vous, nous sommes bien en direct sur la page Facebook et tout de suite, on va retrouver notre ami Jessie et nos amis d'ailleurs. Il y a Johan ce soir qui est parmi nous. Il y a également Maxime, et oui, Jérôme, et bien sûr, celui qui est derrière le fourneau concernant la vidéo, pas la vidéo, on va dire le live Facebook. Il s'agit bien sûr de Jason. Bonsoir à vous tous, hein. Bonsoir à tous. bonsoir ou rebonsoir. C'est Bonsoir à selon. tous. Bonsoir. Non, mais effectivement, comme tu l'as très bien expliqué, Johan, nous tenons à nous excuser, hein, pas de bol ce soir, hein, malheureusement. La radio fonctionne. Alors c'est encore plus étrange, elle fonctionne, mais on peut pas faire de live. Donc, si vous écoutez Radio Climat en ce moment en direct, vous pouvez entendre Mike Brandt chanter, hein, même s'il est décédé depuis un moment. Mais bon, ça, voilà, c'est la magie de la radio. Et puis, en même temps, nous sommes en direct live sur Facebook. Alors, il faut bien préciser qu'on fait ça, c'est à titre exceptionnel, c'est-à-dire que bon, parce que voilà, on a bien des problèmes techniques ce soir, mais qu'en temps normal, les directs ils se font sur notre radio, hein, Radio Climat. Et mais ça ne vous empêche pas non plus de faire comme par exemple le fait Romain Denis de Météo Alsace-Lorraine, qui est sur notre salon de discussion, c'est la nouveauté, hein, ce soir sur Radio Climat. Donc, pour discuter avec nous, vous pouvez envoyer votre message via le lien, hein, qui est présent sur notre page Facebook. Et donc, en cliquant sur le lien, vous tombez sur une sorte de chat, oui, où vous pouvez soit vous inscrire juste en mettant votre pseudo, ou encore mieux, utiliser carrément votre compte Facebook ou Twitter. Voilà. Donc, voilà. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Voilà. Alors, donc, on va commencer, oui, alors, par faire vous donner les prévisions météo, et enfin, du moins, comme on a la coutume de le faire, et puis après, je laisserai la parole à mes camarades pour donner plus de précision, et puis aussi sur les observations météo. Alors, sans plus attendre, allez, déjà pour la journée de demain, vendredi, et dès le matin d'ailleurs, puisque parmi nous, nous avons, je pense à Maxime, Jason, Jérôme, ça fait déjà la moitié là des personnes qui habitent du côté du golfe du Lion. Et c'est vrai que dans ce secteur, demain matin, et d'ailleurs même jusqu'au sud du Massif central, il y a des nuages bas là qui vont s'installer et oui, qui vont donner de faibles pluies, notamment sur les contreforts cévenols. Par contre, si on reste en Méditerranée, donc sur l'est de PACA et même jusqu'aux Alpes, hein, et de l'autre côté sur la Corse aussi, là par contre, le soleil devrait résister malgré, c'est vrai, parfois un voile nuageux. Sinon, on va rester dans le sud de la France et de la Nouvelle-Aquitaine, donc jusqu'au centre du pays. Alors là aussi, hein, dès demain matin, les passages nuageux deviendront nombreux, hein. Alors, mais par contre, là, les nuages, ils seront dans un premier temps, on appelle des nuages élevés, mais ces nuages-là vont se doubler d'autres nuages qui seront parfois menaçants à l'après-midi et qui devraient donner ici ou là une averse. D'ailleurs, il fera lourd, hein, c'est un temps lourd avec quelques ondées qui devraient s'étendre d'ailleurs jusqu'en fin de journée jusqu'au nord-est, en s'accompagnant d'un vent de sud-ouest modéré. Sinon, sur la Bretagne et les Pays de Loire, là, en matinée, le ciel devrait se couvrir, avec là aussi des pluies, mais de plus en plus régulières qui devraient s'installer au fil des heures. Donc, ce temps de plus en plus pluvieux, hein, devrait progresser jusqu'à la Normandie et la région parisienne, alors là plutôt au fil de l'après-midi. Et puis sinon, sur les régions de l'Est, en attendant la dégradation du temps par l'Ouest, les régions de l'Est, hein, devraient bénéficier d'un temps ensoleillé demain vendredi, sous un ciel parfois voilé, mais avec du vent de sud
modéré. D'ailleurs, en parlant du vent, le vent devrait se renforcer du delta du Rhône à l'Auvergne et jusqu'au Lyonnais, jusqu'au Val-de-Saône, avec des rafales atteignant 60 à 80 km par heure, ainsi même que sur l'Occitanie, avec parfois des pointes à 90 km par heure. Oui, mais là, c'est dans le domaine de l'OTAN. Après le vent, les températures. Alors, demain au petit matin, malgré une hausse des températures, il fera encore froid dans les terres, on va dire au nord de la Loire, et aussi sur un grand quart nord-est, mais encore le Massif central ou même l'intérieur de la Provence, avec donc des gelées fréquentes, atteignant localement -2 à -4 degrés sur le Grand Est. Sinon ailleurs, les minimales s'étagent entre 1 et 7 degrés. Par contre, sur le sud de l'Occitanie, il fera pas moins de 6 à 11 degrés. Et puis en journée, demain, la hausse des températures, là par contre, devrait se généraliser avec des maximales de 12 à 16 degrés près de la Manche et de la frontière belge, 15 à 20 degrés sur le reste du pays et localement 21 ou 22 degrés en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, ça c'est pour la journée de demain vendredi. Tendance pour ce week-end, mais là, je sais que mes camarades vont vous en parler beaucoup plus longuement tout à l'heure. Faut s'attendre à un temps perturbé sur la France. Par contre, voilà. Par contre, c'est vrai que les cumuls de pluie devraient quand même rester modérés. Il faut savoir, faut pas oublier quand même que là, depuis un certain temps, on se situe dans un certain contexte qui est déjà très sec. Donc, faut dire que ces pluies, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Et puis, allez, une tendance pour la suite, soyons fous, pour la semaine prochaine. Non, mais bon, surtout qu'il y a quand même pas mal de choses. Enfin, pas mal de choses. On va pas non plus développer. C'est dans quelques jours quand même. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit là, Johan, les températures vont rebaisser. Donc du coup, on va avoir un début de semaine prochaine bien frais encore pour la saison. Par contre, c'est vrai que la bonne nouvelle, c'est que au fil des jours, la semaine prochaine, les températures devraient remonter, mais pour retrouver, on va dire, des valeurs plus conformes, normales. Voilà. Pour la saison, pour une mi-avril finalement. Et puis, alors ça c'est pour les températures. Et puis au chapitre des précipitations, là, la continuité du week-end à venir, après un tout début de semaine bien humide, et notamment sur la partie est de la France, sinon, là aussi, au fil des jours, le temps devrait devenir plus sec. Par contre, et là on pourra en discuter, mais d'après certains modèles, la pluie devrait faire son retour par l'ouest, on va dire, oui, dans la seconde moitié de la semaine prochaine. Et alors après, jusqu'à quand? Bon, ça, on n'en sait rien. Mais par contre, alors là aussi, on parlera des températures, parce que là, elles ont vraiment joué au yo-yo de manière extrême depuis une semaine. On en reparlera. Mais je pense que un peu dans la continuité des tendances saisonnières de Météo France, et je pense que ça va être comme ça tout le mois d'avril, avec des températures qui finalement, en revenant à des normales de saison, devraient plus ou moins le rester. Voilà, jusqu'à au moins la fin du mois. Et attention, quand on dit, notamment pour les tendances saisonnières, des températures normales de saison, soit on peut avoir, comme je viens de le dire, des températures qui fluctuent à peu près dans la moyenne, ou soit on peut rester dans la moyenne, mais tout en ayant des extrêmes, comme on a eu cette semaine, où on est passé je puis dire, de l'extrême chaud à l'extrême froid. Voilà. Donc, on va dire que le dernier jour du mois de mars, on a eu des températures pratiquement historiques, et une semaine plus tard, on grelotte. Oui. Et franchement, je sais pas ce qu'en pensent mes camarades, mais franchement, j'ai bien peur que ça arrive de plus en plus fréquemment, ce genre de situation dans les années à venir. Surtout que le corps humain n'est pas habitué à ce genre de choc thermique aussi court. Enfin, on va dire que c'est brutal. Le changement est brutal en l'espace de quelques jours, quoi. D'ailleurs, je discutais avec des collègues qui se foutent pas mal de la météo, mais qui s'y intéressent un petit peu, et qui me disaient il y a plus de saison là. C'est vraiment donc même ces gens-là se rendent compte qu'il y a un problème, quoi. Donc oui. C'est comme je croise des personnes qui me disent le temps il est bizarre. Ben oui, mais tous les jours ils me disent qu'il est bizarre. Enfin après au bout d'un moment voilà, il faut dire les choses. Mais bon, c'est sûr que les gens qui s'y connaissent pas en météo, voilà, bon, c'est sûr que pour eux c'est directement bizarre. Il y a plus de saison, voilà. Mais après, dans le détail, faut se dire que même si on parle de réchauffement climatique,
voilà, les périodes de temps froid, parfois comme ce qu'on connaît, resteront toujours d'actualité. Oui, Voilà. oui. On Et en d'ailleurs, avait en parlant parlé. de, oui, je On disais en en avait parlant pas. de, pardon. Excuse-moi, on en avait parlé il y a une semaine d'ailleurs, Voilà. durant le dernier live, par Oui. rapport aux années à venir. Que les Oui, périodes de temps ben, froid- ouais, ben voilà. Ben, tu lis dans mes pensées parce que c'est exactement ça. Et ben, c'est ces scientifiques sérieux qui l'ont dit. Parce qu'on pense réchauffement climatique, on pense tout de suite à chaleur extrême et tout. Alors c'est vrai que, en plus en anglais on dit global warming. Ça veut dire Oui. réchauffement global. Alors, on est Mais plutôt le sur global, c'est global, c'est-à-dire quand on creuse un peu en particulier, ça n'empêche pas, c'est pas parce qu'on risque d'avoir des étés de plus en plus chauds. À l'inverse, on peut avoir, alors, pas forcément des hivers de plus en plus froids, hein, mais certains hivers où il peut faire très froid et beaucoup de neige aussi. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs. Oui, en fait, voilà, on est sur un dérèglement Oui, climatique. oui. C'est Alors même pas si c'est vraiment vrai que le le terme réchauffement, c'est un dérèglement peut dérèglement. porter à débat, parce que c'est vrai que le climat n'a jamais été vraiment bien réglé, mais c'est vrai que quand on parle effet. Oui, voilà, mais c'est vrai que quand on parle de dérèglement On va climatique, dire ça sur veut dire ce que l'ère ça veut dire. humaine. Ça veut dire qu'il est plus déréglé que ce qu'on a eu l'habitude de connaître. Voilà. Ou ce que nos parents, grands-parents ont pu connaître. En Et puis, gros, oui. Et il faut. Voilà, c'est-à-dire qu'on a à la fois du chaud, à la fois du froid. Je voulais juste te dire par rapport aux deux termes de météo et de climat, c'est deux termes à différencier. Oui, Les gens ont vraiment beaucoup de mal à différencier la météo qui est notre ressenti sur le corps. Par exemple, au mois de mai, oh, ça caille, il fait chaud, il fait froid, mais finalement, on va dire qu'on peut avoir toujours des périodes de temps frais et des périodes de temps chauds. Et le climat, c'est le bilan qu'on peut, sur des décennies, le climat d'avant, en fait. Voilà. Parce qu'en fait, en gros, comme dit Johan, justement, en gros, la météo, c'est du court terme et la climatologie, c'est du très long terme. Voilà. Chaque année, on fait un bilan et selon la température, en gros, c'est la climatologie, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de température, je ne sais pas si vous avez fait attention au bilan climatique du mois dernier, là, le mois de mars 2021. C'est vraiment intéressant, notamment de voir au niveau des températures. En fait, pour résumer, hein, à l'échelle nationale, malgré les records de température qu'on a eu à la fin du mois de mars, et bien en fait, finalement, le mois de mars était comme c'était prévu dans les tendances saisonnières, c'est-à-dire un mois plutôt dans les normales, avec un excédent de plus 0,2 degrés. Et encore, si on prend en compte les normales, donc 1980, 81, 2010. C'est-à-dire que si on prenait en compte les nouvelles normales qui devraient ça devrait être le cas bientôt, 1991-2021, eh ben, le mois de mars aurait même été en déficit de 0,2 degrés Celsius. Donc, vous voyez que voilà, les températures jouent vraiment aux extrêmes. Alors, peut-être que le mois d'avril, il sera un peu plus frais là pour le coup. On va avoir la seconde quinzaine d'avril, mais si on est température normale, peut-être. Mais bon, finalement, si, comme disait Alexandre Mancini la dernière fois, si au mois de mai, surtout au mois de juin, un excédent de température, on va dire que le printemps 2021 sera plutôt normal au niveau des températures, en moyenne, toujours pareil. Alors, je voulais juste préciser par rapport au bilan climatique du mois de mars. Alors, à La Roche-sur-Yon, alors ça me concerne concernant la Vendée, on a eu un ensoleillement assez exceptionnel avec mars 2021 qui se situe juste derrière mars 2012. Donc, sur une base de données depuis 1985. Et on a eu plus de 200 heures de soleil au mois de mars, ce qui est. Ah ouais. Alors, j'ai pas l'excédent d'ensoleillement, mais voilà, on se situe juste derrière 2012 en termes d'ensoleillement. Et d'ailleurs, c'est comme ça, c'est une grande partie de l'ouest de la France. On a eu des excédents très marqués de soleil au mois de mars. Ah ouais. Non, c'est intéressant. Hein. Mais bon, voilà, une des mauvaises conséquences du réchauffement climatique, c'est ces excès de température d'un extrême à l'autre, et surtout quand la floraison
est bien D'ailleurs, entamée, eh bien, quand il y a des gelées, encore plus des fortes gelées, eh ben, ça crée vraiment de gros dégâts sur la végétation et on tenait à en parler ce soir. Vraiment, solidarité envers, nos déjà, agriculteurs, Les où qu'ils soient viticulteurs, d'ailleurs en France, parce que c'est quand même les, terrible là les, ce qui se passe. les viticulteurs, les arboriculteurs, tous ceux qui, les agriculteurs, voilà, ceux qui sont, qui sont responsables de des vignes, propriétaires ouais. de vignes, etc. Et Mm. puis voilà, on sait très bien que sur une grande partie de la France, ils ont été pris de court par cette situation assez extrême, avec forcément des nuits qui ont été très très courtes, compliquées, difficiles pour beaucoup Déjà, d'entre eux. Et puis voilà quoi. Donc déjà avec le contexte sanitaire en ce moment, et puis là, le gel, Exactement, exactement. En fait, on a un peu tous les fléaux en ce moment, c'est-à-dire tu parlais donc la Covid, c'est donc, on peut dire que c'est une peste, hein, comme on disait à l'époque. Il y a aussi, malheureusement, c'est les fortes gelées qui il va y avoir des conséquences. Alors le terme est peut-être un peu fort, mais ça y ressemble. On c'est peut parler de famine. d'ailleurs, Pourquoi? Parce que en fait, non, c'est pour que les auditeurs, se rendent compte que cet été là, les fruits vont coûter très cher. Il n'y en aura pas beaucoup et ça va être terrible et on s'en rend pas compte, hein et voilà et puis un autre fléau aussi et peut-être que Jason en parlera, ce sont les tremblements de terre. Oui, exactement. Oui. Voilà. Donc c'est vrai, on a l'impression, on se dit: «Oh là là, ça arrive tout en même temps, quoi». mm, mm. C'est D'ailleurs, on va dire que depuis quelques années, on sent quand même que la sécheresse chaque année s'amplifie un peu plus. oui. C'est pour ça que je disais que les pluies de ce week-end, pour moi, elles sont les bienvenues, hein. Mm. Alors, D'ailleurs, on parle de sécheresse superficielle par contre, parce qu'on a eu quand même un hiver très humide en général. Mais voilà, on parle de parce que Sauf les dans gens le sud-est, hein, je crois, hein. alors Du oui, moins, voilà, pas tout le sud-est, mais vers la vallée du Rhône, etc. Enfin, voilà, oui, oui. exactement. Mais sur une grande partie de la France, on a été concerné par les crues. On sait très bien que début février, ça a Ah été oui, très ça, faut pas compliqué. l'oublier aussi, hein. Oui, Voilà. oui, oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que les gens, quand on parle de sécheresse, mais ils vont dire, mais c'est du n'importe quoi. Toute la pluie qu'on a eu cet hiver, on est d'accord. Mais on a eu un mois de mars très déficitaire en termes de précipitations. Et donc, forcément, ça résolut pas rien sur la sécheresse superficielle. Et d'ailleurs, on a eu la formation d'incendies. Enfin, malheureusement, les incendies Ah oui, précoces ouais. ont été assez nombreux ces derniers jours dans le sud de la France, mais également ce soir, apparemment, vers la Gironde ou de la ah oui? Dordogne. Apparemment, il y a quelques feux qui sont mis en place du côté du centre-ouest de la France. Donc voilà. Alors, en parlant Et d'incendie, c'est pas fréquent quand même, hein, cette période de l'année, hein, d'avoir des incendies comme en ça. parlant d'incendie, on a eu le premier D'ailleurs, gros incendie. On a eu le premier gros incendie on peut dire de la saison. Normalement, on doit les avoir en été, mais la météo fait qu'actuellement, À on Auriol. les a beaucoup plus tôt. On a eu donc un premier gros incendie près de la Méditerranée, dans le département des Bouches-du-Rhône notamment. C'était Oui. hier, il me semble, du côté d'Auriol, où là, par contre, voilà, il y a eu une centaine d'hectares de brûlés liés avec Oh la là présence là. d'un fort vent de Mistral qui a attisé les flammes et dans une zone plutôt très végétalisée en Provence. Tout a fait qu'il a fallu envoyer dès le mois d'avril déjà les Canadair, des Dash pour lutter contre les flammes. Bon, ce qui est terrible, c'est que la végétation, finalement, elle n'est pas morte par le gel, mais par le feu, quoi, dans ce secteur. d'ailleurs, on précise également que en hiver, la pluie pénètre mieux le sol qu'en été. Pourquoi? Bah, simplement, c'est la végétation, hein. Eh oui, exactement. Mm. Et ça, eh oui, c'est ça. Ouais, ouais. Parce qu'en hiver, la végétation est quasi neutre, c'est-à-dire bah, elle est en sommeil. Que dès le printemps, bah, elle se remet à se réveiller, donc bah, la pluie pénètre moins dans les terres puisque bah, la végétation boit l'eau. Donc C'est ça, tout forcément, à fait. Mm, mm.
Et ce qu'on craint cet été, c'est s'il y a des pics de chaleur, bah, la sécheresse pourrait revenir. Mais pour l'instant, comme disait Johan à l'instant, pour l'instant, on parlera plus de sécheresse superficielle, c'est-à-dire Oui, proche, proche de la surface. oui, c'est Donc, ça. Il faut distinguer les différents types de sécheresse qu'il peut y avoir. Donc, alors, sécheresse profonde, c'est par exemple si on a une année entière sans eau, là on peut parler de sécheresse assez dure, quoi. ouais. Mm. Ah ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est vrai que ces dernières années, on a beaucoup subi en France de la sécheresse. Et même s'il a beaucoup plu, même trop plu, même Mm. cet hiver par endroits, bon, ben, ça fait toujours du bien d'avoir de l'eau dans les nappes phréatiques, puisque même si on devrait faire face à un été très chaud, et bien au moins, il manquera sûrement de l'eau, mais peut-être moins que d'autres années. Voilà. Ouais. Ce sera un D'ailleurs, moindre mal, on va dire. alors d'ailleurs justement, Jason, bah, on va l'écouter tout de suite puisque apparemment il y a une montée des eaux d'une rivière. Oui, c'est par rapport à ce Ah que, oui. ce que je regardais sur Twitter. Alors Alors, je sais pas si Jason est là. oui, vous m'entendez? Oui, on t'écoute. Bon, voilà. Oui, vas-y. Donc, oui, Oui, effectivement, je suis on en train de t'entend. regarder sur Twitter. Là, il y a des, pour le risque inondation, donc pour entretenir la culture du risque inondation dans le département du Gard, donc il y a des nouveaux repères de crues qui vont être posés sur le bassin versant de l'Hérault. Donc, 5 communes dans le Gard sont concernées, Bèze, Esparon, Arres, Val-d'Égoal, Soumaine et Saint-Laurent-le-Minier. Voilà, donc pour le cours d'eau du Riotor. Donc des repères de D'accord. crues, notamment d'après l'image datant de novembre 2011, le niveau atteint par les eaux. Et qui c'est qui a eu l'initiative de faire ça? Le département, apparemment, Ah, tout Ah, simplement, d'accord. Ah, bah, c'est très bien. parce que c'est une publication C'est du bien. département du Gard, donc je pense que c'est au le moins département. après, Ouais. Non, après, je pense qu'ils ont un lien direct avec Météo France. oui, peut-être, oui. Non, mais c'est pour ça que je posais la question, justement. C'était par curiosité. Ouais, de toute façon, quand il y a des crues, les préfets, je pense que ils prennent un arrêté, puis bah, ils font sans doute un rapport pour Météo France pour qu'eux, ils puissent voir avec le gouvernement pour déclencher sur Vigicru une alerte. Ouais, de toute façon, il y a des discussions, il y a beaucoup de discussions entre eux Mm, mm. et c'est de là après qu'ils prennent des décisions sur tel ou tel sujet, d'ailleurs. D'ailleurs, en parlant de Vigicru, Et il y a je voulais juste revenir par rapport aux incendies qui a eu lieu bah, du coup du côté des Bouches-du-Rhône. Oui. Alors voilà, il y en a beaucoup. Ce qui est important, c'est pour éviter la propagation des feux, c'est de débroussailler les Ah, bah oui. parcelles et les chemins d'accès parce que si on débroussaille pas forcément, le risque de feu s'étend et puis c'est ce qui fait que les dégâts sont colossaux, quoi. Bah, d'ailleurs, non, mais c'est une très bonne remarque, Johan, parce que, en fait, c'est vrai que le débroussaillage, surtout dans le sud, c'est censé, chaque été ou chaque fin de printemps, on s'en occupe. Le problème, c'est que là, justement, en plus, avec les restrictions par rapport au coronavirus et tout, les gens sortent moins et on va dire, pensent peut-être moins à le faire. Alors, le pire, c'était encore l'an dernier. L'an dernier, il n'y avait rien de fait. C'était vraiment un confinement complet. Mais justement, c'est peut-être aussi à cause de ça, comme tu disais, qu'il y a un petit peu plus de végétation que d'habitude. Et donc, ça a favorisé, oui, la propagation de l'incendie. Et chance qu'on ne soit pas en plein été où là, c'est carrément de la broussaille l'été. C'est encore pire. Mais c'est que c'est même une Malheureusement, obligation pour les propriétaires de parcelles, notamment. ouais, exactement. Et malheureusement, on sait très bien que l'été, on sait très bien que l'été dans le sud ou même une grande partie de la France c'est une saison à risque concernant les incendies, bon, les feux de champ, etc. Voilà, mais il faut savoir, enfin, il y a beaucoup de prévention à savoir et puis pour éviter qu'il y ait des drames comme ça, quoi. Ouais, mais Donc, enfin, franchement, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas le souvenir d'avoir vu des incendies comme ça
là, au printemps, début avril, je sais pas. Bah, je pense que c'est rare. Après, dans le passé, je pense qu'il y en a eu quelques-uns Oui, quand il y a eu j'imagine, mais bon, c'est rare, quoi. c'est rare. C'est Hein, plutôt vers franchement. mai-juin. Oui, ou surtout juillet-août. Hein, Ah, mais Oui, juillet-août, après. c'est le pic. oui, voilà, c'est ça. Hein, mais après, peut-être septembre, mais Oui, la période Et critique, de toute surtout façon, que c'est entre juillet ou guillemets, septembre. les touristes accentuent les oui vacances. aussi. Oui, Et oui, il y c'est a vrai. des actes de pyromanie aussi. Hein. Oui, Ah Pas bah, mal. c'est vrai, hein, qui s'en donnent à cœur joie. Dès qu'il y a un peu trop de Mistral ou de Tramontane, voilà. Surtout dans le C'est- département de l'Hérault, je sais que chaque année, on a ce problème de pyromanes, pas que dans l'Hérault d'ailleurs, même dans l'Aude, hein, dans mon département. C'est pour ça d'ailleurs que Ouais. les risques incendies sont plus importants et renforcés non seulement par la météo, mais aussi par malheureusement ces comportements humains qui sont totalement déplacés et inacceptables. Et Ah bah malheureusement, oui, chaque année, il y a des On gens a ce qui problème mettent le dans- feu et voilà, c'est par leur plaisir. plaisir. Voilà, c'est ça qui est Et- terrible. Et On a ce problème dans le Gard aussi chaque année. Hein. Il y a des incendies qui sont déclarés de manière criminelle. Alors soit par des malades, soit par des criminels qui font ça par pure intention de nuire. Dans tous les cas, ça pose de graves problèmes de sécurité civile. Et heureusement, bon, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de catastrophe majeure. Les pompiers ont toujours réussi à arrêter les feux. Mais bon, le risque qu'un jour il y ait un incendie beaucoup, beaucoup plus grand n'est pas nul. Donc il faut vraiment faire attention à ça et respecter les précautions de base quand on est dans un milieu qui est extrêmement inflammable ouais, et je dirais même, c'est en même période de pire canicule. que pour les inondations, parce que même pour les inondations, effectivement, l'homme, enfin, disons que la différence, oui, c'est l'homme n'a pas le contrôle sur l'eau, c'est-à-dire que quand Mm. ça déborde, et quand il y en a trop d'eau, on peut Non, pas, et c'est puis difficile d'enlever. non, et puis le seul souci aussi, Jessie, c'est que l'homme pétonne, mais le problème, c'est que la nature est encore plus forte que nous, donc bah, ça fait Et que ouais, c'est c'est ça, pas c'est du tout. ça. Mais en même temps, alors même si le feu aussi, c'est difficile de l'arrêter, mais le problème, c'est que voilà, qu'il y a des incendies volontaires, comme là. C'est-à-dire que qu'on fasse de la pédagogie ou pas, avec ces gens-là, Mm. ça change rien, quoi. De toute façon, dès qu'on est pyromane, on le reste tout au long de notre vie, quoi. Ouais, malheureusement. C'est ça le Ou problème. alors, il faut vraiment être pris en flagrant délit, je crois, pour être arrêté. Mais Le bon, problème, c'est Ça arrive que souvent, hein. Oui. Ouais. par exemple, celui qui fait une cigarette, il jette son mégot, voilà, par la Parce qu'il y en a fenêtre qui le dans font la pas haie. exprès, voilà. Il y en a qui le font pas Voilà. exprès aussi. Et puis il suffit, le lendemain, ça peut tourner entre guillemets en vrille et puis donner un incendie. C'est Oui. pas forcément aux prochaines minutes, ça peut se déclarer le lendemain, par exemple. Oui, ça c'est vrai. Alors après, je connais pas le Dès que- pourcentage de, Non, de, de causes on a d'incendie, plusieurs types de personnes. mais c'est vrai que on parle beaucoup des pyromanes, mais je sais pas la proportion, mais il y a quand même pas mal d'incendies aussi qui sont déclenchés par inadvertance, c'est-à-dire voilà, Ouais. un mégot par exemple. On a plusieurs types de personnes. En fait. Alors on dit par les touristes, mais On pas a- forcément les touristes, hein, Oui, Oui. les gens du coin aussi. Hein, voilà. D'ailleurs, il suffit par exemple qu'il y ait un tout petit débris de verre, Oui. ça fait effet loupe et bah ça, Ah oui, ça aussi. voilà quoi. Mais même dans les champs, dans les prés, voilà, on sait très bien que durant les périodes de moisson, lorsque les agriculteurs sont en activité durant l'été, lorsque c'est sec et très chaud, il suffit qu'il y ait la bise ou un vent continental ou un vent de terre qui continue d'assécher le sol. Ben voilà, c'est comme le Mistral et la Tramontane, mais sur le reste du pays, ça accentue le risque de formation d'étincelles. Donc, étincelle est égal à risque de feu, quoi. La foudre Donc, également. La foudre. La foudre, voilà. La Ou foudre alors, peut déclencher des incendies à retardement aussi. ou alors il suffit aussi avec les machines agricoles, il suffit Oui. qu'il y ait une petite étincelle, bah voilà. Ouais. Et oui, non, mais il y a C'est ce plein qui de se passe causes. Hein. C'est ce qui se passe souvent sur la plupart des régions françaises. On s'aperçoit que le petit feu devient grand et puis que malheureusement, on est vite surpris par ce qui se passe, quoi. Voilà, on Ouais. croit Il y a que. même Et des fois, ça peut être le matériel agricole qui est défectueux et qui provoque le feu, quoi. D'ailleurs, il y a des fois les pompiers, ils parviennent à éteindre les feux, mais le problème,
c'est que le feu peut redémarrer de l'autre côté. Oui. Ah Et oui. la plupart du temps, c'est incontrôlable. Ah oui, mais c'est terrible. Et surtout quand il y a du Mm. vent. Alors là, Et à partir de 50 ou 60 km/h, la plupart du temps, la situation est incontrôlable. oui, c'est ça. Et Mm. le pire, c'est quand le vent change de direction aussi. Ah bah Alors là, là, en gros, il suffit que le vent, par exemple, est de secteur sud, oui, ça ou qu'il y ait un orage, parce que quand il y a un orage qui s'approche, parce qu'on parle du et Mistral et tout, mais qu'il y a un orage, là, il peut y avoir des vents tourbillonnants et alors et là, puis le problème aussi, la c'est foudre. il suffit que le vent est de secteur sud, le feu remonte au nord, mais il Oui, suffit d'un seul coup, le vent il bascule au nord-ouest, le feu il voilà. fait demi-tour. Ah ouais, ça peut arriver, ça aussi. Mm. Et Donc, c'est une question toute bête, mais comment ça s'explique qu'il va tourner le vent? Parce alors qu'il ça n'y a pas dépend après. d'orage forcément. Il y a Ah oui, oui, alors souvent, voilà, justement. souvent il fait beau, hein, l'été, il n'y a pas d'orage, il n'y a pas de. Oui, Après, oui, ça oui. peut aussi être un changement de flux. Oui, oui, oui. Mais bon, c'est vrai qu'après, en général, enfin, là, je parle vraiment pour les régions méditerranéennes, quand il y a un épisode de Mistral ou Tramontane, d'ailleurs, un dicton, ils Le temps disent, en général, sec. ça dure 3 jours, 6 jours ou 9 jours, enfin, bon, voilà. En général, le vent, si pendant 3 jours, par exemple, c'est le Mistral qui souffle, ça restera au nord pendant 3 jours. Il n'y aura pas de changement de flux, hein. Mm. Donc, ça, ce que dit Johan, ça peut arriver plus un peu dans le reste de la France, quand il y a des flux qui sont pas aussi dominants. Et voilà. Mais c'est vrai que. Mais par contre, là où il peut y avoir des flux changeants, c'est surtout en période d'orage, justement. Eh Voilà. oui, parce que, en gros, on le voit assez souvent en été, hein, puisque les orages en été, la plupart du temps, c'est sud-ouest au nord-est. Oui, l'axe traditionnel, oui. Et pourquoi que le nord-ouest est la plupart du temps protégé? C'est surtout dû au changement brutal du flux. Oui, c'est vrai, t'as pas tort. Et c'est vrai que quand on dit cet axe sud-ouest-nord-est, c'est parce que ça traverse déjà d'une part les Pyrénées, le Massif central, oui, les Alpes, hein, par ces Alpes, les Vosges aussi, le Jura. Mais donc, en général, sur le relief, il y a plus de chances d'avoir d'orages, hein, notamment l'été. Et puis, effectivement, c'est une zone un peu de conflit entre un air plus frais qui descend oui, de la Manche, hein, le Les îles nord-ouest, britanniques, ouais. comme tu dis, voilà, très bien. Et Mmh, puis, un flux à l'inverse, plutôt de sud, qui remonte de Méditerranée. Et c'est mmh. souvent pour cette raison, même s'il y a d'autres facteurs, hein, bien sûr, mais on assiste à ce conflit de masse d'air. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui va se passer ce week-end. Voilà, on Oui. parlera plutôt de pluie orageuse, mais c'est dû, pourquoi des précipitations? C'est dû à un conflit de masse d'air. Et là, on va avoir des vents aussi un peu tourbillonnants, entre guillemets. Mmh. Alors, ça sera pas a priori une dégradation orageuse marquée, mais voilà, on pourra voir les premiers orages Mmh. ce week-end, de la saison printanière. C'est vrai. Donc voilà, parce qu'on va avoir une coulée froide qui va débouler, donc comme Jessie l'a dit non, Jessie, t'en avais pas parlé de la prévision pour ce week-end. Non, sur ça, j'ai pas tout dit, voilà. Ouais, donc il y a Mais une coulée froide qui va débouler depuis les îles britanniques, du Grand Nord vers la Bretagne et le nord-ouest de la France. Au contraire, il y a l'air doux qui va remonter depuis le sud vers l'est de la France, et entre les deux, notamment sur la Nouvelle-Aquitaine, on pourra retrouver quelques averses orageuses, et ce qu'on va avoir un choc thermique entre de l'air frais, beaucoup plus frais, qui va Mmh. nous arriver par la Bretagne, et puis donc voilà. D'ailleurs, certains modèles voient un bon conflit entre air doux et air frais à froid, puisque ah oui. sur certains axes de la France, on pourrait même voir la neige tomber. Sur les Hauts-de-France, apparemment, les Hauts-de-France, les régions proches de la Belgique, dans le nord-est, ouais. C'est pas Ouais, impossible, ouais. parce que le flux sera tellement important que ça va, par exemple, on aura deux flux il me semble, sud-ouest et flux nord-ouest. Oui, oui. Et ben voilà, quand je parlais de vent tourbillonnant, c'est à une différente échelle, hein. Mais là, pour le coup, on va voir comme dans une dépression, les vents tourner, hein, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Mais c'est une bascule brutale, oui, du flux qui va passer du sud-ouest au nord, quoi, par exemple. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, là, parce que tu parlais aussi, Johan, de coulée polaire, Coulée à froide, ouais. différencier quand même du comme on a eu en janvier, ce qu'on appelait là vraiment le décrochage du vortex polaire. Ah oui. C'est pas tout à fait la même chose, non, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui font la confusion là en ce moment. C'est-à-dire que l'événement qu'on a vécu là, c'est pas exceptionnel non plus, mais c'est vrai que d'avoir des températures directement du pôle Nord à débouler sur la France, c'est pas fréquent quand même. On va dire que c'est rare pour un mois d'avril. Voilà. Rare, mais pas si exceptionnel que ça en termes de. Non, et en fait, je pense que ce qui est plus exceptionnel, c'est le contraste, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est entre des chaleurs extrêmes pour un mois d'avril, je l'entends, et en l'espace de quelques jours, de passer de records de chaleur à des records de froid. On va dire qu'on a quand même perdu plus de 10 à 15 degrés, voire même localement 20 degrés sur certains. Oui, en même pas une semaine. Et c'est ça qui est marquant. Même nous, en tant que passionnés de météo, c'est quand même quelque chose de marquant, quoi. Enfin, moi, je m'en rappellerai en tout cas longtemps de ce qu'on a vécu. Et malheureusement, je pense que dans les années à venir, ce que je disais, on va encore battre. Bon, ça c'est à peu près certain, des records de chaleur, à peu près dans toutes les saisons, mais aussi des records de froid, et notamment dans les saisons intermédiaires. Et au printemps, moi, je pense que ça va arriver encore souvent, de battre des records de froid, paradoxalement. D'ailleurs, je vois que, en fait, pour expliquer pourquoi que les températures chauffent plus vite au mois de mai, c'est que justement, les rayons UV tapent encore plus haut. Et comme les beaux jours au mois de mai arrivent à grands pas, puisque le 21 juin, me semble, c'est l'été. Donc, Oui. d'ailleurs, on voit qu'au mois de mai, la plupart du temps, on a des températures type d'un mois de juillet. Ah oui, c'est vrai que oui, dans le contexte de réchauffement climatique, c'est vrai, on l'observe souvent, de plus en plus. Et vous avez dû remarquer aussi que là, même en avril, là, même si dehors, là, en ce moment, qu'il fait pas très chaud, je parle surtout pour le nord, mais bon, le sud aussi ce matin, voilà. Mais quand il y a le soleil qui apparaît, on voit que c'est pas comme en février où le soleil, on se demande à quoi il sert. Là, ça chauffe quand même. On voit l'indice UV qui commence à monter, ce qui est normal. Parce que bon, on a dépassé l'équinoxe de printemps et la durée du jour est plus longue que celle de la nuit. Et le soleil met plus de temps à chauffer. Voilà. D'ailleurs, on sent que maintenant, le soir, il finit de plus en plus tard, puisque maintenant, oui. 21h, mais 21h10, le coucher de soleil. Donc, on sent quand même que ça se rallonge. Oui, et d'ailleurs, les flocons de neige qu'il y a eu là avant-hier à Paris, alors il était 19h, 20h et qu'il faisait encore jour. Moi qui viens du sud, comme certains d'entre vous, de ma vie, j'ai jamais vu ça. Non, mais il faut le dire, même si c'est pas exceptionnel, comme tu peux le dire aussi, Johan. Oui. Mais moi, de ma vie, c'est la deuxième fois, parce que la première fois, c'était en 2013, la fameuse année 2013. Mais j'étais en région parisienne. Et bon, c'était quelques flocons, ça tenait pas vraiment au sol comme là. Mais c'est tout, quoi. Moi, justement, je vais poser la question à Maxime ou à Jason ou même à Jérôme, qui ont toujours été dans le sud. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu de la neige en avril en Méditerranée? C'est pas que c'est impossible. Non. Mais... Mars, il y a eu pas mal d'épisodes en mars. Oui, en mars, oui, mais pas en avril. Ou alors, peut-être sur les reliefs, mais... Ouais, voilà. Tard dans le mois de mars, l'an dernier, par exemple, il y a eu un épisode un peu tardif vers le 29 mars, je crois. Mais en avril, jamais. Mais en avril, jamais. Jamais. Et d'ailleurs, en 22 ans, on en a eu un en mai 2010. Ah, alors raconte-nous, Jérôme. Un épisode de neige. Il y a eu 4 cm à Carcassonne, non? Je sais pas quoi. Il y a eu même 8 cm, il me semble, sur Palavas. D'accord. Ah oui. En 2010? Ouais, 7 mai 2010. Ouais. 2010, il y avait eu mars 2010. Je me rappelle, il y avait eu mars 2010, je crois. Ah oui, mars 2010.
Après, pour les autres départements, Ah ouais. Mais bon, pourquoi pas, Jérôme, hein, parce que bon, moi je suis pas non plus Monsieur Archive, hein, mais mais non, c'est possible. Non, mais ça serait intéressant de creuser effectivement. Et il suffit qu'une dépression se forme en Méditerranée avec de l'air suffisamment froid, enfin, entre guillemets, bon, ça aurait été exceptionnel parce qu'au mois de mai, d'avoir des températures aussi froides que durant plein hiver, bon, Ben oui, et parce puis que occasionner qu'en de la plus neige, Palavas c'est sur le littoral, hein. bah oui. Et là, je parlais de Nîmes parce que je crois que là, il a gelé ce matin, hein. Je sais plus la valeur exacte, moins 0,2 degrés, je crois. Je crois que ça faisait plusieurs décennies qu'il n'avait pas gelé à Nîmes un mois d'avril. Ben, en Donc, fait, c'est que l'ancien record, c'était 0,3, il me semble. il me Plus semble, hein. 0,3 à Nîmes. Oui, Et oui, il a, c'était il dans a les années été, 70, je crois. il a été battu hier, il a été amélioré aujourd'hui. Donc, Ben voilà. Non, mais rien que ça, déjà, c'est... hier, il faisait plus 0,2 et aujourd'hui, moins 0. Enfin, voilà. C'est la première température négative à Nîmes en avril depuis le début des relevés. Non, parce que voilà, là, c'est que s'il y a des gens qui viennent du Nord qui nous écoutent, ça peut prêter à sourire ce qu'on dit. Mais franchement, pour les habitants du Sud, c'est pas anodin ce qui s'est passé, hein. Franchement, loin de Eh là. oui. Eh ouais. De toute façon, là, on va dire que le mois d'avril, c'est l'intermédiaire entre le printemps et l'été, hein. Oui, 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 c'est ça, hein. Mais bon, ce qu'on disait en interne, là, le fameux dicton en avril ne te découvre pas d'un fil. Là, ça se vérifie. Ben, franchement, cette année, oui, quoi, hein. C'est... L'année dernière, à cette période, il me semble qu'il faisait déjà 15-20 degrés au nord. Oh, c'est bien possible, oui, oui. Ah ben oui, parce qu'en plus, on était en plein confinement. Et franchement, on avait les boules parce que on a eu un printemps magnifique l'an dernier. Et Et alors, c'est on n'avait bizarrement, pas pu en profiter, quoi. Ouais. et oui, et bizarrement, quand il y a eu le déconfinement, c'est là qu'il a, qu'il a plu. Oui, 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 mais oui, Ben, oui, je me rappelle très bien. ça a terminé en orage début mai par chez moi. Je sais qu'on a eu pas mal de dégradations, des orages diurnes, mais aussi quelques remontées orageuses par les Charentes. En général, quand ça remonte sur les Charentes, ça passe par les Deux-Sèvres, la Vendée, ça remonte vers la Sarthe et ça remonte après vers la Normandie. On a eu quelques remontées d'orages juste avant le déconfinement du 11 mai. Ah oui, oui. Et d'ailleurs, ça va occasionner quelques inondations dans le sud Vendée et pas mal d'impacts de foudre du côté du département de la Vendée, je m'en souviens très bien. Et puis donc, pourtant, on avait eu une seconde quinzaine de mai et puis un mois d'avril particulièrement chaud. On était monté à 27-28 degrés il y a un an à la même période du côté du Saumurois, dans le Maine-et-Loire. Bah oui. Donc, après, c'est sûr que c'était des valeurs qui ont été remarquables sans parler de records pour un mois d'avril, parce que les records, ça monte localement à près de 30 degrés pour le département du Maine-et-Loire au mois d'avril. Mais voilà, donc il y a un an, c'est vrai qu'on avait des températures quasiment estivales sur la plupart des régions. Et c'est vrai qu'en Méditerranée, par contre, vous étiez ces régions méditerranéennes étaient davantage influencées par davantage d'instabilité qui remontait de Méditerranée. Donc, Oui. il y avait l'anticyclone sur le nord de l'Europe qui protégeait le nord de la France, avec pas mal de douceur, voire quasiment de la chaleur. Et dans le sud de la France, près de la Grande Bleue, c'était plutôt de l'air un peu moins chaud et plus instable. Donc, forcément, un ressenti moins agréable, je pense. Ah Donc, oui, bon. oui, carrément. Ouais, ouais. Après, voilà, ça en globalité. Après, il y a eu des périodes quand même qui ont été plus chaudes dans le sud. Mais, Oui, heureusement. Oui, oui. mais je sais que du côté de Strasbourg, ou si on compare avec Strasbourg ou dans le sud-ouest, où là, c'était davantage d'instabilité. Donc, il faisait meilleur dans le nord-est que dans le sud-ouest, par exemple. Oui, oui, oui. Alors, pour faire comme un quoi. résumé de ce qu'on a dit jusqu'à présent, donc je reprends les tweets de Météo France. Donc, Météo France Sud-Est qui dit que la nuit dernière, donc le froid a été remarquable et le gel a souvent épargné uniquement que le littoral. Bon, grâce à la température de la Méditerranée qui a permis de protéger un peu, de limiter les dégâts au niveau du vignoble notamment. Météo France qui dit des très fortes gelées, parfois inférieures à moins 10 degrés, ont été observées dans les vallées des Alpes. Le seuil de forte gelée à plus de moins 5 degrés inférieur à moins 5 degrés a été atteint à l'intérieur du Languedoc. Ce gel qui a aussi atteint le Roussillon et le sud de la Corse de manière exceptionnellement tardive. Donc quelques relevés de température minimale record de
de ce jeudi 8 avril 2021. Donc par exemple, moins 11,4 degrés à Barcelonnette, donc l'ancien record était de moins 11,2 degrés le 16 avril 1985. Ensuite, à Prat-de-Lez, on a relevé ce matin moins 5 degrés 5, alors que l'ancien record était de moins 4 degrés le 5 avril 2019. Ensuite, on a relevé moins 1,9 à Sartène, alors que l'ancien record était de 0,2 degrés le 9 avril 2003. Et puis enfin, à Toreil, dans les Pyrénées-Orientales, on a relevé moins 1,4 degrés ce matin. L'ancien record était de 0,0 degrés le 14 avril 1986. Et ensuite... Alors, juste une petite précision, tu parlais de Prat-de-Lez, l'ancien record qui datait de 2019. Ouais, vous voyez quand même, 2019, là, on est en 2021. Alors, bien sûr, il y a d'autres records plus anciens qui ont été battus, mais ce que je veux dire par là, c'est que, moi, c'est l'impression que j'ai, hein, mais au fil des années, voilà, quand je dis et on risque encore de battre des records de froid au printemps, bah, je sais pas, c'est quand même curieux, quoi. On se pose des questions, là. Et après, un autre élément aussi à souligner a précisé Météo France, c'est au niveau de la sécheresse. Alors, il faut savoir que depuis septembre 2020, soit depuis 7 mois, certaines stations n'ont toujours pas cumulé 200 mm de pluie sur le littoral languedocien. C'est inquiétant, ouais. Cela correspond à moins de la moitié de la normale, autrement dit, un déficit pluviométrique supérieur à 50%. Et par exemple, à Montpellier ou Aigues-Mortes, le déficit sur les 7 derniers mois est même supérieur à 60%. Et de très anciens records de sécheresse ont été battus. Ces stations sont ouvertes depuis 75 et 136 ans respectivement. Par exemple, à Aigues-Mortes, on relève 144,7 mm alors que la station est ouverte depuis 1885, battant les 165 mm de septembre 1922 à mars 1923. Ensuite, 168,1 mm à 7, station ouverte en 1946. Le record était de 137,6 mm en septembre. De septembre 1974 à mars 1975. Ensuite, 168,9 mm à Montpellier Aéroport, station ouverte depuis 1946, battant les 174,8 mm de septembre 1967 à mars 1968. Et puis enfin à Béziers-Vias, 169,4 mm, station ouverte depuis 1994. Donc record était de 139,6 mm de septembre 1998 à mars 1999. Bah, ça fait peur, hein. Et heureusement qu'il y a eu le petit épisode Sévenol là, vers l'Hérault là. Oui, effectivement. Donc là, en fait, on observe des records sur les stations de Montpellier Aéroport et sur la station de Aigues-Mortes. Et Aigues-Mortes qui est voilà, le sud-ouest du Gard, quoi. Enfin... C'est vrai qu'en 7 mois, ça fait très peu. Hein. Ah ouais. Et heureusement qu'il y a eu un peu de pluie. D'ailleurs, je m'inquiète. D'ailleurs, c'est dans les tendances saisonnières de Météo France aussi, hein, pour du moins le tiers sud. La sécheresse, c'est pour le printemps et là, ça prend forme aussi. Hein. Parce qu'en plus, il faut savoir que c'est peu de précipitations. Il y en a au moins la moitié, ils sont tombés en très peu de temps. Oui, en plus, donc ça n'a pas le temps d'absorber, quoi. Ça ruisselle. D'ailleurs, ce qu'il faudrait s'attendre dans les années à venir au niveau de la Méditerranée, c'est les médicanes qui vont être de plus en plus fréquents quand même. Bah, disons que oui, c'est un risque parce que si la température de la mer est plus chaude, plus fréquent, c'est un risque. Telle est la question. La fréquence, je pense pas qu'elle évolue beaucoup. Par contre, l'intensité, selon la température qui apporte donc plus d'énergie, là, il pourrait y avoir un impact un petit peu plus important, je pense. Au niveau des cyclones tropicaux, c'est pareil. On a une potentiel à en avoir des plus importants, mais pas forcément plus. Je suis d'accord. Tout dépend du régime et tout dépend de l'énergie disponible. Mais globalement, je pense que la tendance est plutôt à une intensification plus qu'à une. C'est ce que disent de plus en plus de scientifiques à travers leurs études. Oui, c'est vrai. Donc, ça veut pas dire. Donc, on se dit, ils sont moins fréquents, on peut se dire tant mieux. Mais c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que s'il y en a moins mais qui sont plus puissants, plus dangereux, franchement. D'ailleurs, et ça c'est un peu je remarque souvent un tic de langage des journalistes qu'on entend dans les médias. On dit toujours le plus froid, le plus chaud, de plus en plus, plus fréquemment. C'est un tic de langage et il faut se méfier de ces formules. Je vais juste revenir au fameux gel, la période de temps très froid qu'on connaît. Alors bon, tu as certains médias qui utilisent le terme vague de froid. Alors non, c'est pas une vague de froid. Les médias, alors là... Moi, je fais même plus attention à ça parce que nous, on fait une crise.
froid. Non, il fait 4 non, je fais juste montrer l'exemple aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent ou qui nous entendent sur notre page Facebook. Alors, ce qu'il faut se dire avec les journalistes, c'est dès qu'il fait 4 degrés l'après-midi, attention, vague de froid. Oui, voilà, c'est ça, quoi. Non, mais c'est vrai. Alors, vague de froid, en météo, vague de froid veut dire, par exemple, -1 ou en dessous de 0 pendant 3 jours consécutifs en température maximale. Là, on peut parler de vague de froid. C'est ce qui s'est passé au mois de février dans le nord de la France. Mais s'il fait 2 ou 3 degrés l'après-midi, on ne parle pas de vague de froid, mais plutôt une vague de fraîcheur. Ou un pic. Oui, un pic de chaleur, quand ça dure, quand c'est bref. Un pic de froid, pas chaleur. Eh oui, non, mais oui, c'est ça. Mais bon, en tout cas, bon, je sais aussi que bon, c'était pas prévu, hein, mais le live Facebook là, en tout cas, bon, on est content d'être avec vous. Et en tout cas, Maxime, je te remercie aussi de répondre aussi avec les internautes, par exemple à Sylvain Troncy que l'on salue et qui pose aussi des questions. Alors pas sur le salon de conversation, mais sur Facebook. Donc voilà, en tout cas, c'est toujours intéressant. Et voilà, et comment dire, alors, on pourrait parler lire, de l'actualité, quoi. On pourrait lire ce que dit Sylvain, justement. Oui, ah ben vas-y, Jérôme, hein, vas-y. Je l'ai pas sous les yeux. Ah d'accord, bon, bah, alors je vais le faire. Alors, oui, qui nous dit, mais c'est un peu ce qu'on dit. Oui, ou Jason, vas-y. Oui, alors moi je l'ai sous les yeux. Donc, en fait, donc, il posait la question concernant les épisodes Sevenol. Donc Maxime a répondu donc, concernant les précipitations attendues en début de semaine prochaine sur le Languedoc. Il s'agirait plutôt d'une dégradation orageuse à suivre car à cette échéance, rien n'est encore définitif, tant sur l'intensité supposée que sur la position de la dégradation. Sylvain qui répond, donc le problème des températures négatives n'en serait pas ainsi la végétation n'était pas autant en avance à cause du mois de février trop doux. Bah Voilà. oui, ouais, c'est ça. Et on salue Sébastien qui nous rejoint également sur les commentaires du Facebook Live. Bonjour Sébastien. Voilà, qu'on salue. Alors oui, pour continuer aussi à parler de ce week-end, parce que bon, je m'occupe aussi de la page de Ronald Pauvergne Info Météo. Hein, on salue Alexandre s'il nous écoute. En tout cas, parce qu'il y avait un internaute qui avait regardé, passionné de météo, un peu comme nous, hein, qui regardait les modèles, notamment le fameux GFS. Et c'est vrai que, alors je sais pas si c'était encore le cas aujourd'hui, mais en tout cas, il modélisait depuis plusieurs jours des chutes de neige importantes pour dimanche dans la vallée du Rhône. Je sais pas si vous avez vu. J'avais vu qu'il y avait de la neige de prévue par GFS dans la région lilloise, dans les Hauts-de-France. Peut-être quelques giboulées possibles vers la région parisienne, vers le Grand Est. Mais bon, après, voilà, à suivre selon le... Non, ouais. Mais là, je parlais de l'histoire de la vallée du Rhône parce que, bon, l'internaute était un peu en panique en disant, mais on va avoir tant de neige que ça et tout. Alors, je dis, bon, c'est vrai qu'il y a un conflit de masse d'air. Après... Mais je lui ai dit, là, quand même, non. En plus, on était à presque une semaine d'échéance. J'ai dit, non, mais en plus, les modèles, il faut pas aller voir quoi. C'est une sortie d'un run, même s'il y a eu plusieurs runs comme ça, mais j'ai dit, non, il faut faire une synthèse et puis voir au fil du temps. Voilà, c'est pas... Après, par contre, on n'est pas à l'abri de quelques chutes de neige sur le Massif central. Oui. Au passage de la dégradation entre dimanche et lundi, la dégradation orageuse qui est attendue, qui est supposée sur le Languedoc, le Massif central pourrait être concerné par des précipitations sous forme de neige et donc des accumulations qui pourraient rester modestes, mais bon, qui pourraient quand même tenir au sol. C'est plus plausible hein, comme scénario là pour le coup. Hein. Alors il ne faut pas prendre les modèles pour des prévisions. L'altitude, oui. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est l'erreur que certains peuvent faire et bon, je cache pas que moi aussi il y a 10 ans je faisais cette erreur. Hein, mais voilà, on apprend tous de nos erreurs. On l'a tous fait au début. On l'a tous fait. C'est vrai. Il faut croiser les données, et croiser les runs entre eux aussi pour avoir une valeur. C'est ce que font tous météorologues représentatifs de la réalité. Hein, parce que c'est un peu le but de leur métier, parce que sinon. Voilà, il faut croiser.
à la fois, Voilà. à la fois plusieurs modèles, plusieurs runs et plusieurs échéances, parce que ça se rapproche, ça évolue. Et là, tu as une dimension complète de la Oui. situation et ça donne un aperçu un petit peu Bah, c'est plus ça. Parce que sinon, correct nous, de ce qui ça peut ser- arriver, nous, même on si parfois servira ça à reste quand rien. même C'est-à-dire, difficile sur on certaines laisserait les situations qui robots, peuvent entre être dangereuses. guillemets, faire. Hein. Et puis voilà, quoi. Hein. Non, mais c'est vrai, ça serait tellement plus simple. Mais Et puis C'est ça. Ben, c'est l'incertitude, ça fait la beauté de notre passion, on va dire. Voilà, ah ouais, ça, je l'ai toujours dit d'ailleurs. Hein. Ouais, ouais, ouais. dès qu'il y a un casse-tête dans les prévisions, dès Eh qu'il y a oui, une météo, un phénomène qui n'était pas prévu, qui est là, on ne sait pas pourquoi, mais c'est ça qui fait entre guillemets la beauté de la météo. Donc oui, la D'ailleurs, science. les fortes gelées qu'on a eues là, dans le sud et tout ce matin, et puis même avant, c'était une hein. surprise quand même. On Et s'attendait pas à ce si, qu'il fasse aussi froid. Hein. Alors, je vais préciser quelque chose là-dessus d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, à ce propos, Jesse, c'est pas une bonne, mais c'était bien une surprise, oui. Oui, oui. oui, je voulais juste parler des records aussi en Franche-Comté de notre ami Ilyes de Météo Franc-Comtoise hein, qui parle à Chapelle-des-Bois hein, dans le 25. Le thermomètre a plongé jusqu'à moins 13,8 degrés au petit matin. Eh ouais. Moins 13,6 à Valfin, moins 12,6 à Labrévine, moins 11,3 au Four, moins 10 à Mout. Je ne vais peut-être pas tous vous les citer, mais en tout cas, un tel froid en avril, c'est très rare. Cela n'arrive qu'une fois tous les 10 à 15 ans. Mais là, c'est quand même assez exceptionnel, quand même, ce froid. Ah ouais, oui, c'est même du jamais vu à Doltavo. Hein. Le moins 5,2 degrés est du jamais vu depuis plus de 26 ans. Ouverture des mesures en 95. Wow. Alors, je vais rentrer je vais rentrer un peu plus en détail sur les phénomènes de gelée qu'on a eu ce matin, notamment près de l'Occitanie, hein, en Languedoc-Roussillon. Pourquoi on a eu autant de dégâts au niveau de la végétation? Alors, il faut savoir que c'est pas que les températures qui sont responsables, il y a aussi le vent qui peut avoir eu un rôle. Alors, je vais notamment lire ce que explique Météo France sur son glossaire par rapport aux gelées. Donc, faut savoir qu'il existe des gelées blanches, mais il y a aussi des gelées noires. Et les gelées noires font beaucoup plus de dégâts et plus rapidement. Et c'est ce qu'on a eu. Et c'est ce qu'on a eu. C'est ce qui s'est passé. Matin. Alors, pour expliquer rapidement, donc lorsque la température de l'air devient durablement égale ou inférieure à celle du point de congélation de l'eau, soit 0 degré, on entre dans une période de gelée. L'apparition de celle-ci se traduit par la transformation de l'eau liquide en glace, à moins que ne s'y oppose la persistance du phénomène de surfusion, fréquent au sein de l'atmosphère. La gelée est avant tout un événement météorologique dont l'extension sur une région donnée et à une époque déterminée de l'année peut procéder de diverses causes. On a ainsi coutume de distinguer. Donc, premièrement, la gelée d'advection, encore appelée gelée de plein vent, qui résulte principalement d'une advection de l'air froid et se produit plutôt en hiver. La gelée de rayonnement, fréquente surtout au printemps et en automne, est liée au refroidissement du sol qu'entraîne par ciel clair et vent calme ou vent faible et le rayonnement nocturne. Ensuite, troisièmement, nous avons la gelée d'évaporation, dont la cause principale est le refroidissement associé à l'évaporation de l'eau d'un sol humide surmonté d'un air relativement sec. Donc là, on va voir l'explication entre gelée blanche et gelée noire que j'évoquais il y a quelques instants. La gelée d'advection prend le nom de gelée noire lorsque la végétation que le vent endommage, gelée intérieurement, prend un aspect noirci, alors que la gelée de rayonnement est, elle, grande productrice de gelée blanche. En fait, si vous voulez, la gelée blanche est plutôt en rapport avec l'humidité et le rayonnement. Et la gelée noire, en fait, c'est notamment le vent qui accentue cette gelée, d'après ce que j'ai compris. Le vent accentue la gelée et la fait rentrer à l'intérieur de la végétation. Et du coup, ça endommage beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus intense toutes les exploitations agricoles notamment. Et du point de vue de l'agro-météorologie, les gelées d'hiver surviennent au moment du repos végétatif des cultures. Elles sont donc généralement moins à craindre, sauf en cas de très forte baisse des températures, que les gelées de printemps, en particulier les gelées tardives, et les gelées d'automne, en particulier les gelées précoces. Voilà. On peut du coup dire que la gelée blanche, elle gèle en surface, et la gelée noire, elle gèle en profondeur du matériau, quoi. Oui, on peut dire ça. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Oui, mais oui, c'est vraiment ce qu'on a vécu là, notamment dans le sud de la France, enfin même partout, hein, mais là, notamment ce matin.
Non, oui, franchement, encore une fois, hein, nous sommes subjugués par tout ça. Alors, Et d'ailleurs, une question à laquelle on peut répondre de Régis Chaduron qui est sur Facebook. Est-ce qu'il y aura des gelées la semaine prochaine en Rhône-Alpes? En tout cas, dans le Rhône. Peut-être, oui, c'est peut-être en début de semaine. Hein. Peut-être. Il y a des possibilités. Il y a des possibilités. Hein. C'est pas totalement exclu. Donc, ça dépend des secteurs. Ça dépend des secteurs aussi. Voilà. Et c'est vrai que tant qu'on est encore là en avril aussi, voilà, attention, prudence. Alors, Jessie, oui. Oui, vas-y. Ouais, donc du coup, est-ce que je peux faire un petit point sur les records de froid parce que après oui, justement, on est en plein dedans. Non, parce que j'allais me coucher après parce que demain je commence assez tôt. Oui, c'est comme moi, hein. Moi je vais pas tarder non plus, mais 5 heures. Ouais, donc du coup, alors depuis 3 jours, donc on bat des records de froid partout en France. Alors il y a 2 jours, mardi 6 avril, on avait battu pas mal de records de froid mensuels dans la région Centre-Val de Loire, mais également en Anjou, avec le record mensuel qui a été un record mensuel qui a été abattu à la station d'Angers-Marseille, donc au nord de la ville, avec moins 4,8 degrés sous abri. Et puis, on a eu d'autres valeurs records ce matin du côté du Poitou, avec une minimale de moins 5,1 degrés du côté de Ménigoutte, donc dans l'est des Deux-Sèvres. On a également eu une valeur record de moins 4,4 degrés à Neuilly-les-Aubis, donc c'est dans le bocage bressurais, dans le nord des Deux-Sèvres, et moins 3,4 degrés, également un record mensuel en pays de Gâtine, donc dans les Deux-Sèvres, dans la ville de Parthenay. Donc, ce sont des valeurs record exceptionnel pour un mois d'avril. Et d'ailleurs, le record à Ménigoutte, donc de moins 5,1 degrés, le nouveau record, l'ancien record, c'était moins 3,6 degrés le 5 avril 1975. Donc, c'est un vieux record qui a été battu de 50 ans. Donc, c'est assez notable. Et puis, du côté du bocage vendéen et du sud Vendée, on est descendu à moins 3,1 degrés à Saint-Fulgent, moins 3,1 degrés également du côté de Fontenay-le-Comte et moins 2,1 degrés aux Herbiers. Donc, c'est des valeurs tout à fait notables et qu'on relève assez rarement, inhabituelles, voilà, pour la zone géographique. Et puis, pour ces prochains jours, pour demain, on va retrouver des valeurs plutôt faiblement positives le matin, car nous allons retrouver une certaine couverture nuageuse qui devrait limiter la baisse des températures beaucoup plus rapide que ces derniers jours. Et puis demain après-midi, on va avoir un pic de douceur avec possiblement jusqu'à 17-18 degrés entre la Vendée, les Deux-Sèvres et l'Anjou, et localement 19 degrés en se dirigeant vers le Saumurois et la région de Tours. Donc voilà. Et puis après, samedi, changement de temps avec le retour d'un temps plus agité, pluvieux, avant une baisse des températures assez significative dimanche, où on va perdre entre 8 et 10 degrés en 48 heures. Donc dimanche après-midi, pas plus de 9 à 10 degrés du côté d'Anjou, du côté d'Angers, La Roche-sur-Yon, ainsi que Saumur. Et surtout que le flux de nord va se renforcer, donc on va avoir vraiment un ressenti quasi hivernal dès dimanche, et pour le début de semaine prochaine avec le retour de possibles gelées le matin, avec pourquoi pas moins 1, moins 2 degrés sous abri. Alors des valeurs qui n'auront rien à voir avec les excès qu'on a connus ces dernières heures, mais voilà, il faudra encore craindre du gel pour le début de semaine prochaine, du côté du Val-de-Loire, de la Vendée notamment. Voilà, c'est ça. Et à l'opposé aussi en Rhône-Alpes, pour répondre à Régis, c'est un peu ce que disait Maxime, c'est que il pourrait y avoir de la neige, mais plutôt en altitude quand même, sur les hauteurs. Voilà. En plaine, ça serait plutôt de la pluie quand même. Mais c'est vrai que il fera pas chaud, quoi, même là. Oui, effectivement, dans les plaines, on aura plus de la pluie que de la neige. En tout cas, aucune tenue au sol envisagée dans les plaines. Voilà, normalement, non. On va pas alarmer non plus les gens. Voilà, c'est comme alors on aime bien. Alors voilà, une petite aparté quand même, parce que il y en a qui nous connaissent depuis un certain temps, que ce soit Jérôme ou moi. Par exemple, Sébastien Latour, il nous dit, on confirme, que c'est le yo-yo des températures, Johan. Exactement, voilà, tout à fait, pour faire le jeu de mots. C'est ça. Et puis, alors là aussi,
c'est avec un petit peu d'émotion aussi, parce que c'est avec Radio Climat, hein, la première version existait il y a une dizaine d'années maintenant, il y a 10 ans. Et lors de la première version de la radio, qui avait duré quand même quelques années, après on a dû arrêter pour aller sur d'autres radios, mais en tout cas, lors de la première version de Radio Climat, il y avait certains animateurs, dont un qui faisait partie de notre équipe, Lucas Mestre, et qui est ce soir avec nous sur Facebook. Et je sais que ça va faire plaisir à Jérôme aussi. C'est pour ça que Oui, c'est génial. Salut Lucas. Voilà, c'était son anniversaire en plus. Je crois que c'était hier ou avant-hier, je sais plus. En tout cas, oui, voilà, on lui souhaite aussi un joyeux anniversaire. Et je lui ai dit, s'il veut revenir sur Radio Climat, c'est avec grand plaisir. Voilà, un des premiers animateurs. Justement, vous pouvez l'écouter d'ailleurs dans nos archives de la radio. Oui, c'est de ça. temps en temps sur l'antenne. Tout à fait. Et d'ailleurs, là, on le rappelle, le live Facebook, c'est plutôt une exception. C'est-à-dire que c'est parce que là, on a eu un bug technique on ne pouvait pas prendre le live sur la radio. Mais normalement, nos émissions, elles sont en radio, en direct. Voilà. Et je profite, Jessie, puisque tu as parlé de Lucas, de parler aussi de Léon, qui a fait partie aussi de notre équipe à l'époque. Oui, voilà. Voilà, et si Lucas est encore en contact avec Léon, ça serait très sympa de prendre de ses nouvelles également. Voilà, c'est vrai, exactement. Comme on l'avait fait la dernière fois aussi avec Florian. Florian aussi. Florian, je sais. Du Loiret. Oui, je cherchais son nom de famille, mais. Galien. Voilà, Florian Galien. Voilà, exactement. On lui passe le coucou s'il nous écoute. Moi, exactement. Moi, à cette époque, j'étais sur une autre radio concurrente, donc. Bah oui. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais il faut dire qu'il y a 10 ans, quand même, comme on disait là en interne, il n'y avait pas les lives, ça n'existait pas les lives Facebook. Et donc, il y avait une petite concurrence, mais c'est pas une concurrence malsaine, au contraire. C'était une bonne concurrence entre plusieurs web radios, c'était sympa, vraiment. Mais depuis, je trouve qu'il est quand même assez aberrant, c'est que depuis quelques années maintenant, c'est la guerre. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, mais bon, c'est... Ah, moi, j'ai une audience plus forte que toi, hein. Ah, moi, je suis mieux que toi. Ah, mais bon, nous, on dépasse tout ça, quoi, parce que franchement... C'est de la jalousie de certains, puis malheureusement, bah voilà, quoi. C'est un peu comme les passionnés météo, ils se montent sur les pattes, quoi. Oui, mais c'est bien dommage. Mais ça, c'est la nouvelle génération, ça, c'est les plus jeunes. Voilà, c'est pareil. Je veux dire, ceux qui débutent, ceux qui veulent avoir raison, ceux qui veulent. Voilà. Mais après, le but, c'est de faire équipe et puis voilà. De toute façon, la météo, c'est un travail d'équipe. S'il n'y avait pas d'équipe, il n'y aurait pas de météo parce que les stations, ça, c'est un réseau dans le monde. La météo, par définition, c'est un travail en équipe. Donc. Voilà. C'est pour ça, Jessie, qu'on a remis au goût du jour Radio Climat. C'est aussi pour rapatrier un peu et être en équipe, se réunir entre passionnés. Et tous, plus on est nombreux, plus on est fort et plus. Et c'est surtout aussi pour permettre d'informer aux gens, aux auditeurs et auditrices des risques météo. Ouais. Ah oui, faire des suivis jour et nuit parce que c'est pareil, c'est important. Oui, on peut faire des flashs comme Jason l'a fait récemment sur l'antenne. Oui, voilà, parce que c'est vrai qu'on a tous un travail, on a des horaires qui ne sont pas toujours très simples, voilà, à gérer par rapport à la passion et tout ça, c'est pareil. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est l'avantage de la radio, comme ça diffuse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même quand nous on est au travail, par exemple, il peut quand même y avoir de la météo et voilà quoi, c'est intéressant. Et c'est vrai que ça fait 10 ans, comme il nous disait Lucas, ça ne nous rajeunit pas. Alors il nous dit Léon ou Léo, il y en a un des deux, il nous dit en tout cas, parce qu'il y avait Léo aussi, Jérôme, et qui travaille maintenant à Météo France, paraît-il. C'est super, si c'est le cas, c'est génial. Mais c'est vrai que Lucas nous précise, à l'époque de la fondation, non mais c'est important de parler des bases, des fondations, de cette belle équipe, il y avait Léo, donc Florent, donc moi-même, Jérôme, ainsi que Thierry aussi, voilà, si je me souviens bien, c'était une belle époque, oui, c'est ça, tout à fait. Mais là, voilà, avec une nouvelle génération, on reprend tout, et je trouve ça super aussi. Et comme nous dit Sébastien, reviens Léon, j'ai les mêmes à la maison. Ça, Sébastien aussi. Très blagueur.
Voilà, c'est ça, hein, qui nous a suivis aussi à travers d'autres radios comme RTM notamment. Oui. Voilà, qu'on salue. Ah ben allez, tant qu'on rigole maintenant, parce que bon, là c'est vrai qu'il est 22h, on va pas tarder à Oui, on attend l'anecdote. clôturer l'émission. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a une autre histoire après Big Mama. C'est quoi comme histoire d'ailleurs? Oui, c'est encore mieux que Big Mama même. Donc, non, parce que ça me concerne directement en plus. Donc, mais je voulais, enfin, c'est pas que je voulais, mais c'est tombé comme ça aujourd'hui. Mais du coup, je me suis dit, ben, je vais vous en faire part aussi ce soir, parce qu'avec mes collègues du travail, on s'est bien marré. Vous savez que bon, voilà, je travaille à l'Institut géographique national, donc à l'IGN, et en fait, j'ai appris hier. Alors, je vais raconter un petit peu le contexte parce que c'est important. À la limite, j'aurais pu jouer au loto hier parce que j'ai eu une chance, on va dire, parce qu'on est quand même 1500 hein, là où je travaille. Et en fait, on a été une cinquantaine de personnes à être sélectionnées au hasard pour participer à une interview qui va bientôt avoir lieu, organisée par une agence qui s'appelle Agence Grand Public. Alors en fait, Grand Public, pour les plus anciens, c'est le nom d'une émission qui passait, je sais qu'il y en a certains qui vont rire, dans les débuts des années 80, c'était sur Antenne 2. Voilà. Et c'est un peu une émission, alors je sais pas si vous connaissez peut-être parce que c'était remis un peu au goût du jour et puis aussi sur la page YouTube, il y avait des extraits d'émissions, l'émission Striptease. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ah oui, ça passait souvent le soir très tard. Oui, c'est ça. Et alors bon, un striptease, quoi, c'est pas non plus. Voilà. On se demande pourquoi. Et donc, et en fait, voilà, l'émission, c'était vraiment au plus près des gens. La diffusion, c'était pas le vendredi soir à partir de 23h, un truc comme ça. Oui, c'était en seconde partie, oui, de soirée. Et c'était vraiment. Mais vous pouvez voir des extraits sur. Maintenant, on regarde, on rigole hein, sur YouTube, voilà. Et bon, en fait, si vous voulez, c'est un peu dans cet esprit-là. Et en fait, ça a été racheté par une société privée. Voilà, cette émission-là, pour revenir à grand public. Et du coup, depuis des années, ben, ils font des interviews, ils vont au plus près des gens pour leur poser des questions. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, avec d'autres collègues, on a été sélectionnés et interview filmée, hein, voilà. Et en fait, ça va être, je sais même pas quelles questions on va me poser. Alors, je pense que c'est en rapport avec mon travail, hein, l'IGN, mais je suis même pas certain. Donc, alors bien sûr, hein, il y aura des montages, tout ça, fait. Et alors, voilà, pourquoi je vous parle de ça aussi, et là, on va venir à ce qui est un peu plus rigolo, c'est que, c'est qu'en fait, alors déjà, il y a une présélection, c'est-à-dire que là, on a été une cinquantaine. Alors, c'est pas certain que je participe à cette interview parce que, donc, il y aura une présélection. Au final, il va y avoir qu'une vingtaine de personnes qui va être concernées. Donc peut-être que je vais pas en faire partie hein, finalement, mais d'autant plus que je vais peut-être pas en faire partie parce que finalement le tirage au sort, on va dire, il a été fait avec Excel et avec différents critères, c'est-à-dire on va prendre un peu à l'hygiène, il y a un peu oui voilà, c'est-à-dire qu'il y a des critères d'âge. Des critères, on va dire, de grade, hein, des critères aussi de genre. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est un homme. Lui, il me plaît pas. Lui, il me plaît moins. On va le garder quand même. Hein parce que en fait, ils sont vraiment soucieux de l'égalité homme-femme. Et donc, le truc, c'est que dans le tableau où je figurais, donc il y avait écrit toutes un peu les informations, l'âge de chacun, le grade et tout, et la catégorie et tout, et il y avait aussi le genre. Et donc, ben moi, comme j'ai un prénom qui est mixte, et ben en fait, on m'a considéré comme si j'étais une femme en fait. Oui. T'es peut-être transgenre, non? Ah bah ça c'est, on m'a posé, je sais pas combien de fois la question aujourd'hui. Et donc du coup, le problème c'est que, alors ils s'en sont toujours pas aperçus, mais parce que je sais pas la date encore hein, de l'interview, enfin du moins de la préparation. Mais le jour où ils vont s'en apercevoir, ils vont dire tiens, elle a une drôle de voix, elle a une drôle de voix. En fait, oui, ils vont dire il y a un problème parce que ils vont sûrement me dire mais on peut pas vous garder. Il va falloir qu'on prenne une femme à la place, une vraie femme en fait.
Non, mais une perruque, une voix plus féminine. Tu te déguises? Bah ouais, c'est ça. Mais bon, un petit coup de rouge à sincèrement, ça lèvres. me gênerait quand même, hein, parce qu'en fait, on nous dit qu'il faut être soi-même, il faut être bon. Donc bon, à moins de se foutre à poil pour prouver que voilà. Mais bon, oui, et puis je sais pas s'il y a du séance maquillage juste avant, tu sais, quand on passe à la télé. Bah, à la limite, oui, là, je dirais, là, j'aurais vraiment besoin de maquillage. Il faut que je me transforme en fille. Des petites boucles d'oreilles. Bah ouais, voilà, la perruque et tout, faudra que je prépare. Faudra que je rase ma barbe aussi, parce que bon. Oui, ça fait un petit peu. Après, tu peux toujours demander conseil à Big Mama. Non, mais bon, faut pas non plus oublier d'aller chez le marchand pour acheter de petits melons. Ah ouais. Non, mais voilà. Et du coup, bah, c'est vrai qu'après. En plus, je m'en suis même pas aperçu la veille. C'est le lendemain matin, un collègue qui me dit: oh, mais c'est bizarre que t'as considéré comme femme. Ah bon? Et donc, oui, j'ai vérifié le tableau. Alors, en plus, il y a une autre personne. Alors là, c'est carrément pire. Il n'y avait même pas marqué homme ou femme, il y avait point d'interrogation. Ah, parce qu'ils ne savent pas si. Voilà, parce que cette personne avait non seulement un prénom et un nom de famille, mais vraiment incapable de vous prononcer. Et en fait, un collègue m'a dit, mais parce qu'il a des origines réunionnaises. Il vient de l'île de la Réunion. Et c'est un homme, en fait. Ah, d'accord. Mais le directeur ne le sait pas. C'est quand même assez inquiétant. C'est inquiétant. Le patron, en gros, il embauche, mais il ne sait pas si c'est un homme. Ah bah c'est ça, non, mais c'est un peu. Bah, ça veut dire qu'il a peut-être jamais vu, quoi. Ben oui, non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont voulu faire ça à la va-vite et ils se sont basés sur le prénom des gens, quoi. Alors bon, c'est les personnes qui ont des prénoms mixtes, mais pour moi, c'est pas. Oui, c'est pas très sérieux, quoi. Enfin bon. Ouais. Voilà. En tout cas, je voulais faire part de cette anecdote parce qu'en tout cas, avec mes collègues de travail, on a fait que. Alors, on t'appelle comment, monsieur ou madame? Ah ben monsieur, ouais, mais bon, mais voilà, on m'a dit: ah, mais bon, oui, je suis peut-être trans, hein, donc voilà. Que... Par contre, ça c'est vrai. J'ai un collègue de promo que j'ai connu. Bah, je vais pas donner de nom parce que bon, là, on est quand même à l'antenne. Hein. Voilà, il faut rester discret vis-à-vis de ça. Mais un collègue, voilà, un collègue. Donc j'ai pas dit une. Hein. Et puis après, quand je suis parti travailler sur la base aérienne de Creil pendant quelques années, bah, j'ai perdu contact et je pensais pas qu'un jour je retournerais à Paris. Hein. Et quand j'y suis retourné, bah après j'ai vu comment dire, bah, je croisais plein de gens forcément. Et puis une femme, je me dis tiens, le visage me dit quelque chose, mais bon, je me rappelais plus qui c'était. Et en fait, je dis une femme, oui, parce que cette personne a changé de sexe entre temps. Et oui, non, c'est vrai, hein. Et changer donc de nom aussi, de prénom, la façon de s'habiller, forcément, voilà. Et après, quand je l'ai su par un autre collègue et qui m'a dit: ah oui, non, mais en fait, oui, cette personne là que tu connaissais, ouais, bah, c'est une femme maintenant. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Donc c'est quand même surprenant, quoi. Voilà. C'est très atypique. C'est très atypique, voilà. Donc après, bien sûr, les personnes font ce qu'elles veulent, hein. Mais bon, après, il faut respecter leur choix aussi. Hein. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est quand même, quand on s'y attend pas, c'est surprenant. Voilà. Et là, pour le coup, mais bon, cette personne, vu qu'elle a changé de prénom, passé d'un prénom masculin à un prénom féminin, bon, elle n'a pas été choisie hein, dans le tirage au sort hein, pour l'émission. Mais moi qui ai un prénom mixte, eh ben, bon. Mais sinon, je dis aux gens, mais pensez, je sais pas moi, au chanteur Jessie Matador. Voilà, hein, c'est un homme. Hein, d'ailleurs, Lucas Mestre vient de nous dire que les petites anecdotes de tonton Jessie, tu n'as pas trop changé. Hein, oui, d'ailleurs, sur Radio Climat, j'invite les gens à écouter de temps en temps parce qu'il y a des extraits d'émissions, même qui datent d'il y a 10 ans en arrière, avec des bêtisiers aussi, c'est assez marrant. Voilà. Donc, effectivement. Mais bon. Voilà. Bon, des anecdotes, j'en aurai sûrement d'autres hein, dans l'avenir, mais bon. Ça, affaire à suivre en tout cas. Oui, affaire à suivre parce que je vous tiendrai au courant aussi. Déjà, si je participe à l'interview ou pas. Et bien sûr, hein, je vous donnerai le lien de la vidéo, comme ça, vous verrez mon visage pour ceux qui ne connaissent pas. Oui. Et puis, bon, voilà. Et si possible, une petite robe, et puis c'est bon. Avec les petits
faudrait que j'aille au marché là pour acheter avec les deux petits melons. ma garde-robe. Petit talon. Par contre, travaille sur ta voix surtout. Hein. Ouais, là ça va être compliqué. Hein. Ouais, mais voilà, bon. Je vais voir. Je vais peut-être vous réserver quelques surprises. En tout cas, je vais peut-être ressortir la perruque que j'avais ressortie lors de les 4 ans, pour ceux qui se souviennent de la radio qui n'existe plus, mais la radio RTM, où j'avais envoyé une photo où j'avais pour l'occasion, j'avais mis une perruque. Ouais. Donc, avis de recherche. Mais ça passerait comme crème si tu te transformes en fille. Et change de nom, hein, au lieu de mettre... la perruque, je sais plus ce que j'en ai fait, donc... Non, mais puis pour le nom, au lieu de t'appeler Jessie, on va t'appeler Jessica ou... Ah oui, Jessica, ouais. Ah bah, peut-être je me serais appelé Jessica, là tout de suite ils auraient dit c'est une fille, et puis il n'y aurait pas eu d'ambiguïté, quoi. Mais bon, mais ce qui m'a foutu les boules quand même, c'est que parmi les 50 personnes sélectionnées, à part la personne, ils ont mis point d'interrogation, où je dirais à la limite c'est encore pire. Mais moi, voilà, c'est la seule personne où ils se sont trompés, quoi. Donc, j'ai un peu les boules quand même. Les gars. C'est le cas de le dire. Les boules. Voilà. Bon. Allez, c'était le petit moment détente. Mais ce sont non, mais ce qui est le plus marrant, c'est que ce sont des histoires vraies à chaque fois. C'est pas. Voilà, déjà l'autre fois, monsieur qui s'est fait agresser, Big Mama. Oui, c'est vrai. Bon, depuis, ça ne m'est pas arrivé de nouveau, heureusement, mais en tout cas, je sais où se trouve Big Mama dans Paris maintenant. Voilà. Mais bon, les restaurants sont fermés, là, donc c'est un peu compliqué en ce moment. Voilà. Oh, et Lucas se rappelle même de choses que je ne me rappelle plus. Il nous dit notamment des discussions sur une certaine spécialité vendéenne. Oula, ça concerne Johan, à mon avis. Alors dites-nous tout là, avant que j'aille me coucher. Peut-être que Jérôme s'en souvient. Là, pour le coup, non. Oh, quel dommage. C'est un rapport avec Léo, parce qu'il venait de Vendée, lui. Ah ouais. Ah mais si, mais je me rappelle. De quel secteur Vendée? C'était La Roche-sur-Yon, je crois. Hein. Ah oui, le bocage. Ah bah, le bocage, quand même. Et je me rappelle, parce qu'en plus, en plein direct, on faisait des paris, on était plus jeunes aussi. Hein. On faisait des paris où on disait à l'antenne, on va caler certains mots. Et par exemple, on disait, certains, on va manger, par exemple, pendant le direct, on va faire une pause, et parce que mes collègues sont en train de manger des moules. D'accord, ok. Ah oui, sur sa l'antenne. Ça s'en souvient aussi. Bon, voilà. Allez, je referme la parenthèse. La partie. Il y a une spécialité vendéenne aussi, Johan, là, qui a un nom particulier. C'est un yaourt, je crois, non ? Alors, les caillebottes. Alors, il y en a tellement de spécialités vendéennes. Vous avez la trousse Spinette, c'est un apéritif vendéen. Vous avez le préfou, que vous connaissez tous, que vous pouvez acheter en rayon frais, que vous dégustez à l'apéritif. Donc, le préfou, c'est vous le faites un peu chauffer au four, et puis vous le mangez à l'apéro, voilà. Vous avez la brioche vendéenne, bien évidemment. Vous avez après le jambon de Vendée, il y a la mojette, ces espèces de haricots blancs, mais qu'on appelle la mojette en Vendée. Et vous avez donc les caillebottes, c'est un laitage un peu comme du fromage blanc, et puis qui se mange, qu'on appelle ça en Vendée. Donc c'est une spécialité vendéenne. Et puis... des spécialités. Faut venir en Vendée, je vous le fais découvrir. Je saurais où aller. Hein. Chez les nouveaux commerçants en plus, ça c'est bien. Voilà, d'ailleurs, on est un peu le. Bon, après, je vais pas rentrer dans le détail sur les nouveaux commerçants puis les magasins, mais on est un peu le centre. Les Pays de Loire sont un peu. Enfin, je pense que Johan est au courant qu'on est quand même une grande région avec beaucoup de magasins U. Donc, il y en a 40 en Vendée. Donc, voilà, on manque pas de système U. Alors, Lucas Mestre qui nous dit Radio Climat devient Radio Maïté.
Haïti, ouais, c'est vrai. Et oui, qui nous disait c'est une partie de l'anatomie, donc voilà. Alors, on va pouvoir l'épeler comment? Et d'ailleurs, je me rappelle, et Lucas, je crois, va s'en rappeler, que tout comme Jérôme, c'était parti d'un fou rire mémorable qu'il y avait eu en pleine nuit lors d'une soirée orageuse intense, parce qu'il faisait très lourd dans le sud. Et donc, Jérôme qui faisait un peu le tour, notamment dans le sud-ouest, des radars, et radars foudre aussi, pour voir où il y avait des impacts de foudre et des précipitations orageuses. Et il y avait certains villages, notamment dans le sud-ouest, et il y avait le fameux Pissos aussi. Et ça avait bien fait rire. Bon. Ah oui. On a Viol-le-Fort en voilà. héros. Alors. Mais je me rappelle que Jérôme est parti en fou rire. Et ah ouais, c'était, on ne l'arrêtait plus. Bon, à côté de chez moi, j'ai un lieu-dit qui s'appelle La Trique. Voilà, donc bon. Alors après la tripe, on a la trique. Voilà, tout à fait. Bon, après. On a mon Ah, celui-là, il est connu. Il est connu. Il est connu. C'est comme la spécialité culinaire. Enfin bon. Ouais, enfin bon. En tout cas, bon, si je suis sélectionné dans l'émission, je sais pas à quoi m'attendre. Je m'attends à tout, donc. Tu leur parleras de Big Mama. Surtout. Ouais, j'espère que ça va pas finir en striptease parce que j'ai pas vocation à participer. Sur un malentendu. Hein. Oui. Striptease et l'hygiène, quoi. Oui, ah ouais, puis en plus, bonjour l'image de l'hygiène, quoi. Ah, et c'est vraiment une voix féminine. Enfin bon, voilà. Bon, je crois que sur si vous avez des choses à rajouter, mais pouvoir clore le live, malheureusement. Oui. 22h24 quand même. Eh ben oui. Oui. Malgré les petits soucis côté radio. Oui, ben voilà. Mais bon, il faut toujours voir le côté positif des choses. Et bon, ça nous a permis de faire notre premier live Facebook. C'est vrai, c'est notre premier sur la radio. Bon, encore une fois, on le dit, ça sera exceptionnel, mais bon, voilà, ça permettra. C'est un deuxième recours. Voilà, si jamais il y a des problèmes comme ce soir à la radio, puisqu'il y a une maintenance en cours du côté de Radionomie ou Shootcast. Et du coup, ça permet, lorsqu'il y a des soucis, comme on peut prendre le direct, on passe par des Facebook Live. Moi, j'ai le logiciel, donc grâce à ça, en cas de recours. Ouais, et je te remercie, Jason, vraiment. Et puis l'avantage de ça aussi, c'est que pour les gens qui n'auraient jamais écouté encore la radio, ça leur permet de voir un petit peu, le revers du décor, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis ce que c'est vraiment les émissions du soir, comme on fait, quand ça retourne. Et du coup, voilà, ça peut vous donner envie ou pas d'écouter nos futures émissions. Voilà. On va dire que c'est un peu comme un coulisse, quoi. Oui, c'est ça. Donc, non, c'est intéressant. Moi, je trouve que c'était la bonne occasion de le faire. Et ce qui est incroyable, c'est que Lucas Mestre est aussi étudiant en licence géographie et aménagement. Ah oui, c'est vrai. Ça commence à faire beaucoup, là. Et peut-être que vous vous êtes rencontrés sans le savoir. Mais ouais, qui sait. Exactement. Et bon. Et puis je vais arrêter de dire voilà parce que j'arrête pas de le dire depuis des années. Moi, c'est encore mieux. Le langage. Moi, c'est encore mieux en ce moment. C'est plutôt parfait. Tiens, les auditeurs, dites-nous vos tics de langage. C'est quoi que vous répétez le plus souvent? Ça, j'adore. Et Lucas nous dit que Jérôme, enfin, je veux dire plutôt que Lucas nous dit, voilà, je vais inverser, qu'il a fini ses études, qu'il travaille. Et oui, au bout de 10 ans quand même, je me suis dit, c'est vrai, même moi, je me suis dit, mais diplôme de master. Ah bah ça, vraiment, bravo Lucas. Bravo. Encore bravo, vraiment. Félicitations. Félicitations. Et oui, parce qu'on s'était quand même perdu de vue, même si on était sur Facebook, mais vraiment, non, Lucas, franchement, qui mérite amplement son diplôme. Et vraiment, ça nous fait vraiment plaisir, vraiment. Oui. D'ailleurs, on a très peu entendu Maxime. Oui, c'est vrai, oui. Il dormait. D'ailleurs, Maxime qui est à l'université aussi. Ouais, je suis actuellement en L2, géographie aussi. Bah oui, ça doit être intéressant. Bon, c'est vrai que c'est une année particulière aussi quand même.
Au niveau. C'est particulier, mais ça marche quand même. On arrive à s'en sortir. Oui. On a un bon groupe, tout marche plutôt bien. Ah, bah on rigole bien quand même. Il faut rire parce que ça augmente notre espérance de vie. Ils en été témoin. Ah ben là, les 3 heures avec notre prof de après-midi, ça augmente bien ouais, les il faut espérances toujours de le côté positif, franchement. Et oui, parce que voilà, non, mais avant de finir, parce que c'est vraiment important. Voilà, Lucas, parce que il a peut-être côtoyé des profs que vous avez, hein. Certains de l'équipe là, Jason, donc Maxime, sont en géographie, donc sur Montpellier. Ben oui. Ouais. Alors c'est un dispositif particulier parce qu'avec Est-ce que par hasard Lucas connaît oui. les restrictions sanitaires font qu'on est à moitié distanciel, à moitié présentiel. Donc on s'adapte. Ah ouais, c'est différent. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai appris que dans l'école où j'ai été formé pour travailler après à l'hygiène, j'ai discuté aujourd'hui avec une femme qui travaille là-bas aussi de temps en temps et qui me disait que mais l'école, c'est plus une école, quoi. C'est-à-dire, c'est désert. Même la cantine, elle a fermé depuis décembre. Il n'y a plus de bar, plus de. Les cours, ils se font la plupart du temps. Il n'y a plus de présentiel, quoi, quasiment plus. Il n'y a qu'une personne par étage. En plus, c'est une école, l'ENSG, qui était partagée avec l'École nationale des ponts et chaussées. Et franchement, je me dis, mais. Oui, à Marne-la-Vallée, c'est ça. Le grand bâtiment, là. Oui, c'est ça. À Noisy-le-Grand, là, où il y a le concours météo. Ah, ben voilà. Et ben, encore en 2006, il n'y avait pas le Covid, donc c'était sympa. Mais là, maintenant, franchement, je ne suis pas retourné depuis, mais paraît-il, c'est horrible. C'est franchement, c'est triste, mais moi, franchement, ça m'a retourné le cœur, quoi. Aujourd'hui, et je me suis dit, franchement, j'ai la chance d'être étudiant il y a 10 ans, quoi. Parce que là. Alors, Lucas Mestre qui nous dit en tout cas, si vous avez besoin d'aide, si vous avez des questionnements sur les cours ou autres concernant la fac et plus particulièrement le département de Géo à Montpellier, je suis disponible. Ah, c'est génial. Franchement, merci Lucas. Ouais. Franchement, merci beaucoup. Et je suis hyper content. Merci. Voilà. Entre la solidarité. C'est important en cette période compliquée. Ah oui. Très vraiment. Voilà. Merci en tout cas. Merci à tous. En tout cas, merci à tous les auditeurs, téléspectateurs, on peut dire, de nous avoir suivis. Et on se retrouvera prochainement. On vous tiendra au courant. Espérant que la prochaine émission puisse se faire sur la radio. J'espère. Voilà. En espérant qu'il n'y ait pas d'autres pannes. Oui, c'est ça. Et en tout cas, je ferai en sorte aussi que l'émission de ce soir, je ferai comme d'habitude des montages. Et il y aura des extraits qui seront diffusés en radio aussi. Hein. Voilà, c'est pas parce que c'est sur Facebook que ça ne passera pas en radio. Exactement. Ah bah oui, forcément. Alors quand même, avant de terminer, quand même, on a quand même une pensée à tous les viticulteurs, les arboriculteurs notamment, et autres agriculteurs qui ont été durement touchés ces derniers jours par les gelées, et dont les dégâts sont parfois très considérables, voire même des fois des parcelles, des hectares entiers totalement détruits par le gel, et malheureusement les pertes vont être très importantes cette année au niveau de l'agriculture, notamment en ce qui concerne le vin. Et le pire pour eux, c'est que là, comme chaque année, à partir du 1er avril, débute la campagne pour les agriculteurs pour avoir les aides de l'Europe, la PAC, pour chaque année, pour déclarer donc leur parcelle. Donc en plus, comme j'ai envie de dire, c'est comme si ça ne suffisait pas. Voilà. Et en plus de ça, à s'occuper, ils ont des pertes à gérer et franchement, c'est terrible pour eux. Donc, on a vraiment une pensée. Et puis après le gel, est-ce qu'il faudrait craindre la grêle, ce qui pourrait arriver ça serait la totale.
en raison des premiers orages de la période chaude. Donc, la grêle, forcément, ça pourrait continuer d'accentuer la catastrophe liée au gel. Donc, bon, on verra bien. En ce qui concerne le sud-est, déjà, la dégradation potentielle de dimanche à lundi est susceptible de s'accompagner de pluie ou de grêle ponctuellement. Donc, à suivre sur l'évolution de la dégradation, de sa simulation. Mais c'est possible que, oui, ça se produise. Malheureusement. Sur des zones qui ont déjà été impactées par le gel. Donc. Ouais. De toute façon. Moi, en ce qui concerne le département de l'Aude, c'est quand même assez inquiétant. Ouais. Au niveau du vignoble, ce qui concerne le département de l'Aude, plus en détail, il faut savoir que le littoral méditerranéen a été épargné, donc notamment du côté de Gruissan, je sais que les vignes n'ont pas été touchées d'après une source, d'après une personne que j'ai dans mes amis qui a publié sur Facebook, dont les vignes ne sont pas touchées. Par contre, dès qu'on rentre dans les terres, les plaines intérieures, ça devient rapidement la catastrophe et le gel a fait de gros dégâts, notamment entre le Narbonnais, le Lézignanais, le Carcassonnais jusqu'au Lauragais, tout l'ouest de l'Aude notamment, de manière plus générale, ont été touchés au moins, on va dire en moyenne à 80% des vignes ont été endommagées par ce gel de gelée noire, qualifié de gelée noire. Ah oui, c'est énorme. Et souvenez-vous, en 2019, quand il y avait eu les chaleurs records dans le sud, où il y avait des vignes, il y avait comme un chalumeau, où les vignes aussi, et là c'était à l'inverse, à cause de trop fortes chaleurs, qui ont été une partie anéantie. Et je disais au début d'émission, les fruits d'été vont être impactés, mais donc si on parle des vignobles, le raisin c'est plutôt à l'automne, donc ça va avoir des répercussions, vous voyez, sur, pas que dans les mois à venir, mais dans 6 mois, et puis sur le vin bien sûr, donc au bout d'un an. Bah oui, c'est important, oui. Et voilà quoi, donc franchement, c'est à long terme. Et on aura l'occasion malheureusement d'en reparler et d'y revenir. Voilà. Et puis après voilà. Donc 22h35, je pense. Oui, on va rendre l'antenne. On va pas tarder, ouais. Et puis concernant les températures, c'est vrai que pour revenir rapidement dessus, c'est vrai que on se souvient encore, il y a même pas une semaine, on avait des records de douceur qu'on battait chaque après-midi. Et là, d'un coup, on se retrouve avec des gelées. C'est vrai que l'amplitude entre ces chaleurs, cette douceur significative qu'on a eu la semaine dernière et le froid là qu'on a cette semaine, alors, surtout le matin, parce qu'après l'après-midi, quand même, par endroits, il fait doux, mais c'est le matin où on a ces gelées qui ont été vraiment catastrophiques. D'ailleurs, on a vu sur les réseaux sociaux, on a vu des images circuler avec des agriculteurs qui essayaient de protéger leurs vignes comme ils pouvaient, avec notamment le système des bougies. On n'a pas parlé de ça. Le système des bougies. On voyait des photos comme si les vignes brûlaient en fait. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant à voir, mais... De ma vie, j'avais jamais vu ça d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a rarement vu. Et ça, en plus, ça concernait une grande partie du pays, quoi. Ah ouais. Mais les nuits sont vraiment très courtes et difficiles à gérer pour nos agriculteurs, viticulteurs, arboriculteurs, pour être au plus près de leur activité, de leur de leurs produits, quoi. Donc, et puis c'est sûr qu'après, quand tu as des années de travail ou des qui partent en fumée, ben voilà, c'est une catastrophe, quoi. Ah ouais. On l'a encore vu dans les journaux, à la télé, enfin voilà, un peu partout, la perte, les conséquences désastreuses qu'il peut y avoir après cette période de gel tout à fait record, quoi. Donc, malheureusement, on verra bien ce que ça donnera durant ces prochaines semaines, en espérant qu'on n'ait pas d'autres fléaux, on va dire, météorologiques qui puissent accentuer, je dirais déjà, la catastrophe, on va dire, dans de nombreux vignobles. Puis, donc, on verra bien. On croise les doigts que ça puisse. On croise les doigts, c'est ça. Ouais. Bon. Et après, pour je parler, pense qu'on a fini pour ce soir. Je vais terminer par la météo. Je pense que par la météo de demain.
Donc concernant c'est le mot de la fin. Mon secteur, alors on attend plutôt du beau temps en général, mais ce ciel va devenir voilé au courant de la journée dans l'Aude, avec déjà des entrées maritimes qui concerneront le Minervois, peut-être le Narbonnais aussi, essentiellement plutôt vers l'Hérault, et peut-être le Gard, mais j'ai pas trop regardé de ce côté-là. Et puis en fin de journée, on pourra avoir des nuages plus importants qui arriveront par l'Espagne, prémisse d'un temps plus maussade et perturbé pour le week-end. Il faudra surveiller la situation. Alors pour l'instant, il n'y a rien d'inquiétant, mais on pourrait avoir une dégradation qui s'annonce et qui semble se confirmer par les différentes modélisations numériques, avec des précipitations qui peut-être seront localement orageuses. Il faudra surveiller ça. Pour l'instant, il n'y a pas de phénomène dangereux de prévu, mais ça mérite de continuer à surveiller. On pourra avoir des modifications lorsque l'échéance sera plus rapprochée. Mais voilà, on aura quand même de la pluie au programme, c'est prévu, et de la pluie qui, à mon avis, fera du bien pour la végétation, et ça réduira aussi le risque d'incendie de forêt en ce qui concerne le pourtour méditerranéen. Exactement. Voilà. Et c'est vrai que oui, de toute façon, faut tenir compte de tout ça. Et puis, Johan, là, tu vas pouvoir rendre l'antenne, parce que comme dit Lucas, à l'époque, on avait du mal à rendre l'antenne, ça c'est vrai. Alors pour le coup, c'est moi qui rends l'antenne. Oui. Je rappelle que c'est moi qui suis à la technique là. Sur le coup, c'est Jason qui est à la technique. Voilà. Ah mais oui, c'est vrai, je dis Johan, mais parce qu'il pourra rendre l'antenne, je peux laisser le. Non, mais c'est vrai, je peux laisser le direct, il n'y a pas de souci. Hein. Bien sûr. Voilà, si vous avez rien d'autre à rajouter, si vous avez quelque chose à dire en plus, je crois que c'est bon là. C'était le mot de la fin. Justement, ça tombait bien, hein, c'était Jason. Donc voilà, j'avais donc proposé à Maxime de participer à cette émission, donc je le remercie d'être venu. Oui, merci à lui. Voilà. Maxime qui s'occupe de veille météorologique et aussi ensemble on s'occupe de la page Vigilance Météo Sud que vous pouvez rejoindre sur Facebook. Et donc on met des vigilances sur cette page lorsqu'il y a des phénomènes dans le sud de la France, notamment entre Languedoc-Roussillon et la Provence. Oui, c'est ça. Ouais. C'est vraiment à aller voir, à consulter régulièrement. Ouais. Voilà. Bon, sur ce, je laisse le soin à notre ami Jason de rendre l'antenne, non, mais rendre l'antenne, oui. Le live de Facebook, et on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour un compte rendu du temps du début de semaine prochaine. Eh oui. Voilà, on aura des choses aussi à dire. On fera une émission, comme on a l'habitude de le faire chaque semaine. Donc on verra dans la semaine prochaine. On vous préviendra sur les réseaux sociaux, via Facebook et Twitter, du jour où on fera une nouvelle émission. Et on fera un nouveau point sur la climatologie, la météo en direct et les prévisions à venir au courant des prochains jours. Et puis si jamais ce week-end ou en début de semaine prochaine, la situation météo l'exige, bien évidemment, pourquoi pas, peut-être on fera des flashs en direct pour surveiller l'évolution des conditions météorologiques si ça le nécessite. Voilà. Bien sûr. Ouais. Sur VMS, sur VM, on sera disponible pour ça si jamais. Aussi. Voilà. Tout à fait. Et on pourra faire un point durant la prochaine mission sur la tendance de la seconde quinzaine d'avril, c'est pareil, parce que c'est vrai qu'on arrive bientôt durant la mi-avril. Oui. Donc, est-ce que ça sera aussi humide ou moins? Est-ce que les températures vont rester stables ou s'éloigner un peu des normales? C'est vrai qu'on aura l'occasion d'y revenir. Ouais. Voilà, on fera le point la semaine prochaine. Comme quoi, le mois d'avril, c'est le mois de tous les surprises, quoi. C'est ça. Oui. C'est rare qu'il n'y ait pas de surprise en météo, en principe. Oui. En toute saison, on peut avoir des surprises. Quoi. Oui. C'est vrai. Voilà. Bon, on a fini ce live de ce jeudi 8 avril. Hein. Puis c'est ça, 2021. Faut préciser l'année. Ah bah oui, parce que comme on a des extraits d'émissions qui datent de 2011, c'était avant.
comme on dit. Bon. Vous retrouverez le replay sur la radio, hein, Radio Climat. D'ailleurs, que notre ami Jessie prendra soin de le mettre en place avec les montages. Hein. Oui, tout à fait. Donc, sur ce, je laisse la parole à l'équipe pour la conclusion finale. Hein. Et aux auditeurs, hein, comme Lucas, qui nous souhaitent une bonne soirée, bonne fin de soirée plutôt. Bonne soirée à tous les Merci, auditeurs. bonne soirée à tous, bonne soirée à toutes. Et à très vite sur Radio Climat, la radio de notre climat. Et surtout, prenez soin de vous. Oui. Oui, et ayez foi en vous. Voilà, donc c'est important vu le contexte. Gardez espoir. Force et honneur, comme on dit. Donc merci à tous les auditeurs. Lucas, merci à tous. Merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés ce soir. Donc il est 22h passé de 43 minutes. Donc nous mettons fin à ce Facebook Live. Bonne fin de soirée à tous et à bientôt sur Radio Climat. Et en espérant que la prochaine fois on puisse faire l'émission sur la radio. Très bonne nuit à tous. Bonne nuit.